La troisième partie commence juste après qu'Eris et Rudéus ont passé la nuit ensemble. Sous la couverture, Rudéus est encore à moitié endormi, souriant tandis qu'il marmonne dans son sommeil. Eris l'observe silencieusement, satisfaite du cadeau qu'elle s'est offert pour son 15e anniversaire. Mais au lieu de rester à ses côtés, elle prend une décision qui changera complètement leur vie à tous les deux. Elle coupe ses longs cheveux et part sans lui dire au revoir. Après cela, Eris retrouve Ghislaine et se dirige vers le centre d'entraînement du dieu de l'épée, Galfarion, l'un des grands maîtres liés aux 7 grandes puissances. À l'intérieur du dojo, des épéistes vêtus d'uniformes blancs sont assis en rangées impeccables. Dès que Galfarion aperçoit Ghislaine, il la reconnaît immédiatement. Mais au lieu de retrouvailles émouvantes entre un maître et son élève, il l'accueille froidement en disant qu'il la croyait morte quelque part depuis longtemps. Galfarion tourne ensuite son regard vers la jeune fille aux cheveux rouges qui se tient à ses côtés. Ghislaine lui explique qu'elle a amené Eris ici afin qu'il l'entraîne. Rien qu'à son attitude, il est évident qu'Eris n'est pas le genre d'élève à baisser poliment la tête pour supplier qu'on lui enseigne quelque chose. Elle parle à Galfarion avec audace, voire grossièreté, et les disciples qui les entourent sont immédiatement irrités par son manque de respect. Mais Galfarion se soucie peu des formalités. Il pose plutôt une question directe à Eris. Qui veux-tu abattre? Sans hésiter, Eris répond que sa cible est le dieu dragon, Orsted. Le dojo tout entier est aussitôt bouleversé. Orsted n'est pas le genre d'adversaire que l'on défie à la légère. Il est une existence terrifiante parmi les 7 grandes puissances, et c'est également celui qui a autrefois forcé Rudéus et Eris à comprendre ce qu'était une véritable défaite. Même l'expression de Galfarion devient sérieuse. Il admet que, comparé à Orsted, il n'est lui-même qu'un moins que rien. Cependant, les mots seuls ne signifient rien. Galfarion décide donc de mettre à l'épreuve la force d'Eris. Il appelle Gino pour qu'il l'affronte. Gino est le plus jeune élève du dojo. Il est encore jeune, mais il est loin d'être faible. Les autres disciples sont donc convaincus que la nouvelle venue est sur le point de recevoir une douloureuse leçon. Mais la réalité ne se déroule pas comme il l'avait prévu. Le combat commence, et, presque instantanément, il est déjà terminé. Eris se précipite en avant à une vitesse incroyable. Son coup est net, direct et impitoyable. Aucune technique spectaculaire, aucune entrée dramatique. Son adversaire n'a même pas le temps de réagir. En un seul échange, Gino est mis à terre. Le dojo entier tombe dans le silence. Personne ne s'attendait à ce que la nouvelle venue batte Gino aussi rapidement. Galfarion observe le combat, et déclare qu'Eris est intéressante. Il appelle alors sa propre fille, Nina, pour qu'elle l'affronte à son tour. Cette fois, il veut voir comment Eris utilise son épée contre une adversaire plus sérieuse. Nina s'avance en étant pleinement concentrée. Elle est clairement plus forte que Gino. Le combat commence. Nina maintient fermement sa posture tandis qu'Eris fonce sur elle comme un prédateur sauvage. Mais presque aussitôt, Eris est projetée en arrière et son épée vole en éclats. Pourtant, Eris n'hésite pas une seule seconde. Au lieu de s'arrêter, elle assène directement un coup de poing au visage de Nina. Ce qui aurait dû être un duel à l'épée, se transforme soudain en une bagarre brutale au corps à corps. Nina est prise au dépourvu. Eris la renverse, l'immobilise au sol, et continue de la frapper jusqu'à ce que Nina puisse à peine comprendre ce qui lui arrive. Même alors, Eris semble encore prête à poursuivre. Les personnes présentes lui crient précipitamment de s'arrêter. Après avoir vaincu 2 disciples d'affilée, Eris ramasse son épée et demande froidement si tous ceux qui se trouvent ici sont aussi faibles. Les autres élèves protestent, affirmant que ce qu'elle vient de montrer n'est pas du véritable maniement de l'épée. Selon eux, elle s'est davantage battue avec son instinct, son intention meurtrière et sa force brute qu'avec une technique correcte. Mais Galfarion voit quelque chose de spécial en elle. Il décide donc de devenir lui-même son prochain adversaire. Les disciples s'y opposent immédiatement. Il n'est pas nécessaire que le dieu de l'épée affronte personnellement une nouvelle venue. Mais Galfarion les ignore et annonce qu'il se retiendra. Il remarque ensuite l'épée d'Eris et comprend qu'il s'agit d'une arme de grande qualité, probablement forgée par l'artisan Julien. Par coïncidence, sa propre épée a été fabriquée par le même forgeron. Eris ne connaît pas grand-chose à l'origine de son arme. Elle dit seulement que la tribu Migurde la lui a offerte. Le combat commence. Eris se rue sur lui avec tout ce qu'elle possède, mais l'écart de puissance entre eux est beaucoup trop grand. En un instant, Galfarion se déplace avec une vitesse et une technique qu'Eris est incapable de suivre. Le résultat est brutal. Eris est projetée hors du dojo et s'écrase dans la neige. Voyant qu'elle peut encore bouger après avoir subi son attaque, Gal demande à Ghislaine de soigner ses blessures. Puis, sans avertissement, il déclare qu'à compter de ce jour, Eris sera une sainte de l'épée. Le dojo entier est plongé dans la stupeur. Le titre de saint de l'épée ne peut pas être attribué à la légère. Il est censé être réservé à ceux qui maîtrisent l'épée longue de lumière. Les disciples protestent, Eris n'a jamais appris cette technique, alors comment pourrait-elle être reconnue à ce rang? Galfarion rejette immédiatement leur plainte. Eris vient de vaincre 2 personnes qui maîtrisaient déjà l'épée longue de lumière.
Cela prouve à lui seul que mémoriser une technique ne rend pas nécessairement plus fort. Si une personne aussi exceptionnelle qu'Eris n'est pas traitée comme une exception, alors le titre même de saint de l'épée perd tout son sens. À partir de cet instant, la jeune fille qui s'était autrefois retrouvée impuissante devant le dieu dragon Orsted s'engage officiellement sur la voie d'un entraînement brutal sous la direction du dieu de l'épée. Son objectif n'a pas changé. Elle veut devenir assez forte pour pouvoir un jour se tenir devant Orsted sans trembler comme elle l'avait fait auparavant. Après avoir été reconnue comme sainte de l'épée par Galfarion, Eris commence officiellement son véritable entraînement au dojo. Et si quelqu'un pense que l'obtention de ce titre signifie que sa vie va devenir plus facile, il se trompe lourdement. Ce n'est que le commencement. Gal entraîne personnellement Eris au moyen de duels répétés, mais dès le début, il n'est pas satisfait. Eris est féroce. Elle est téméraire. Elle possède assez de combativité pour essayer de découper le monde entier. Pourtant, lorsqu'elle se bat, beaucoup trop de pensées inutiles occupent encore son esprit. Pour Gal, si un épéiste a encore le temps de trop réfléchir pendant un combat, c'est qu'il n'est pas prêt. Sa leçon est simple, lorsqu'un épéiste frappe, son coup doit être absolu. Aucune hésitation, aucune réflexion excessive, aucun débat intérieur, alors que la lame est déjà en mouvement. Gal enseigne alors un principe à Eris. Manier l'épée sans pensées inutiles. Lorsqu'elle est trop fatiguée pour frapper, elle doit s'asseoir et réfléchir. Lorsqu'elle est trop fatiguée de réfléchir, elle doit se relever et frapper de nouveau. Autrement dit, à partir de ce moment, la vie d'Eris tourne autour d'un cycle très simple. Frapper, s'effondrer, réfléchir, puis recommencer à frapper. Après l'entraînement, les disciples du dojo commencent à parler d'elle. Certains reconnaissent qu'elle est forte au combat, mais ils trouvent toujours son style trop violent. À leurs yeux, cela ressemble davantage à une bagarre de rue qu'à un véritable entraînement à l'épée. Parmi eux se trouve Nina, la jeune fille aux cheveux bleus qu'Eris a vaincue précédemment. Bien qu'elle essaie de rester calme, Nina soutient que s'il s'était agi d'un véritable duel à l'épée, elle n'aurait peut-être pas perdu face à Eris. À côté d'elle se tient Gino, le plus jeune élève. Il est doux et quelque peu timide. Nina le pousse à dire quelque chose à Eris, mais au lieu de la provoquer, il lui demande simplement si elle aimerait s'entraîner avec eux de temps en temps. Contrairement à certains autres, Gino ne semble absolument pas hostile. Eris part ensuite s'entraîner seule à l'extérieur. Dans la neige glaciale, elle abat sans cesse sa lourde épée courbe. Plus elle s'exerce, plus elle comprend qu'il est beaucoup plus difficile de manier correctement une épée qu'il n'y paraît. Dans son esprit, les images de personnes plus fortes qu'elle apparaissent les unes après les autres. Il y a d'abord Ghislaine, qui était autrefois bien plus rapide qu'elle. Mais juste après surgit l'image du dieu dragon Orsted, dont la vitesse est plusieurs fois supérieure à celle de Ghislaine. Dès qu'elle s'en souvient, Eris perçoit encore plus clairement la distance qui la sépare de son objectif. Elle ne veut pas simplement devenir plus forte que les gens ordinaires. Elle veut atteindre un niveau lui permettant d'affronter un véritable monstre parmi les 7 grandes puissances. Le temps passe. Eris poursuit son entraînement sans jamais s'arrêter. À l'intérieur du dojo, dehors dans la neige, dans les montagnes, sous un soleil brûlant, même lorsque ses mains sont couvertes d'ampoules, déchirées et ensanglantées, elle continue de manier son épée. Parfois, elle s'assoit seule et réfléchit au mouvement de Galfarion. Elle se demande à quoi ressemble réellement le coup du dieu de l'épée. Elle tente de reproduire son rythme et de forcer son corps à se souvenir de sa vitesse, mais le résultat ne vient toujours pas. Eris essaie encore et encore. Elle échoue encore et encore. Chaque fois, elle se relève et continue. Les disciples qui la méprisaient autrefois deviennent progressivement silencieux. Chaque jour, ils la voient s'imposer un entraînement brutal. Au début, ils sont simplement curieux. Plus tard, ils ne peuvent que la regarder avec incrédulité. Les années passent. Eris devient une jeune femme. Mais même après tout ce temps, elle continue de manier son épée jusqu'à ce que son corps atteigne ses limites. Pendant l'entraînement, elle imagine Orsted se tenant devant elle. Dès que cette image apparaît, la peur et l'intention meurtrière éclatent simultanément en elle. Elle se précipite en avant et frappe comme si elle tentait de déchirer cette illusion. Pourtant, quels que soient ses efforts, Eris a toujours le sentiment que ce n'est pas suffisant. Puis, une nuit, un homme aux cheveux blancs vêtu de vêtements extravagants apparaît devant le dojo. Lorsque Eris s'approche de lui en lui lançant un regard dangereux, il se présente. Il est l'empereur du Nord Aubert Corvette, également connu sous le nom d'épée du Paon. Il dit vouloir entrer dans le dojo afin de rencontrer Galfarion. Aubert comprend qu'Eris doit être l'une des disciples du dieu de l'épée. Il lui demande donc poliment d'annoncer son arrivée, mais les interminables journées d'entraînement ont poussé Eris trop loin. Son esprit est épuisé, son corps lui fait mal, et elle n'a plus aucune patience pour écouter parler un inconnu. Elle ordonne froidement à Aubert de partir. Aubert conserve un ton poli, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage, Eris dégaine son épée et attaque. Le combat commence juste devant le dojo. Mais Aubert ne ressemble en rien au combattant du style du dieu de l'épée qu'Eris a affronté auparavant. Il ne se bat pas frontalement en comptant uniquement sur la vitesse.
Ses mouvements sont étranges, souples et difficiles à lire. Eris attaque férocement, animé d'une intention meurtrière écrasante, mais Aubert continue d'esquiver grâce à des rotations, des changements soudains de direction, une maîtrise précise de la distance, l'exploitation des angles morts et diverses ruses qui la forcent à se placer dans de mauvaises positions. À un moment, la lame d'Aubert passe dangereusement près de son cou. Même alors, Eris tord son corps et tente de contre-attaquer. Elle n'a absolument aucune intention d'abandonner. Plus le combat se prolonge, plus Aubert comprend que la jeune fille devant lui n'est pas normale. Eris ne se bat pas uniquement avec sa technique. Elle possède l'instinct de survie d'une bête acculée qui n'a plus aucun endroit où fuir. Finalement, Aubert la déséquilibre. L'épée d'Eris se plante dans le sol et elle tombe dans la neige et la terre. À ce moment-là, Galfarion apparaît à l'entrée du dojo et leur ordonne de s'arrêter. Il observait calmement le combat depuis le début. Aubert le salue immédiatement et lui dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas rencontré le dieu de l'épée. Toujours allongé au sol, Eris crie avec colère parce que le combat a été interrompu, mais son corps a clairement atteint ses limites. Aubert explique à Gal qu'après avoir lu sa lettre, il est venu au dojo et a rencontré cette jeune fille. Il admet n'avoir jamais vu une épéiste aussi féroce. Il compare Eris à une bête sauvage, puis comprend soudain qu'elle doit être l'enfant surnommé le chien enragé. Après sa rencontre avec Aubert, Eris retourne silencieusement dans sa chambre. Ghislaine l'y attend. Eris s'effondre sur sa couche, complètement épuisé. Son corps est couvert de blessures et son esprit a lui aussi été érodé par l'entraînement interminable et le combat qu'elle vient de livrer. Ghislaine ne peut finalement plus garder le silence. Elle va directement interroger son maître. Galfarion a toujours accordé une grande importance à la logique et à l'efficacité dans le maniement de l'épée. Pourquoi permet-il donc à Eris de poursuivre un entraînement aussi imprudent et répétitif? Même après tout ce temps, elle ne sait toujours pas utiliser la technique ultime, l'épée longue de lumière. Gal ne se met pas en colère. Il pointe plutôt son épée vers Ghislaine et lui explique son intention. Ce qu'il enseigne à Eris n'est pas une technique particulière. Il lui apprend comment s'entraîner. Gal reconnaît que Ghislaine elle-même ressemblait autrefois à un tigre affamé, plein d'instinct, féroce et tranchant. Mais sa méthode d'entraînement excessivement rigide l'a rendu bien trop contenu. Avec Eris, il refuse de répéter la même erreur. Eris n'est pas le genre d'épéiste qui apprend poliment une technique avant de la reproduire exactement comme s'il s'agissait de la réponse à un examen. C'est une véritable bête sauvage. Plus on la pousse, plus elle se défend. Plus on la met à terre, plus elle désire se relever pour mordre de nouveau. Ghislaine s'inquiète toujours pour Eris, mais Gal lui rappelle l'objectif de la jeune fille. La personne qu'Eris veut abattre n'est pas un épéiste ordinaire. Il s'agit du dieu dragon Orsted. Si Eris se contente d'imiter docilement ce que Gal lui enseigne, elle n'aura jamais la moindre chance face à Orsted. Pour affronter un tel monstre, elle doit découvrir sa propre voie. Elle doit préserver ses instincts sauvages et les transformer en un style d'épée qui ne pourra être emprisonné dans aucune forme fixe. Gal présente ensuite l'homme vêtu de manière extravagante qui s'est rendu au dojo. L'empereur du Nord Aubert Corvette, également surnommé l'épée du Paon. Il s'avère qu'Aubert n'est pas passé par hasard. Gal l'a personnellement invité afin qu'il serve de conseiller et mette Eris sous pression. Ghislaine s'y oppose immédiatement. Le style du dieu du Nord est célèbre pour sa ruse et ses stratagèmes. Il utilise des armes cachées, des angles morts, des mouvements étranges et des attaques imprévisibles. Il est totalement différent de l'approche directe et frontale d'Eris. Mais c'est précisément ce que Gal recherche. Il lui explique une cruelle vérité. Orsted connaît les principes, les techniques ultimes et les faiblesses de chaque style d'épée. Du style du dieu de l'épée à celui du dieu du Nord, il peut presque tout comprendre, tout utiliser et tout contrer. Cela signifie que si Eris ne connaît que le style du dieu de l'épée, Orsted la lira avant même que le combat ne commence réellement. Si elle veut avoir la plus infime chance de pouvoir se tenir devant lui, elle doit apprendre à affronter de nombreuses écoles différentes. Elle doit s'adapter à des attaques qui ne suivent pas la logique habituelle. Elle doit même apprendre comment ses adversaires pensent et combattent. Gal révèle également qu'il a invité au dojo une maîtresse du style du dieu de l'eau. Cette école est spécialisée dans la défense et les contre-attaques. Ghislaine comprend enfin la véritable intention de son maître. Gal n'a pas abandonné Eris. Il la pousse dans l'environnement le plus rude possible afin qu'elle puisse grandir par elle-même. Un combat d'entraînement entre Eris et l'empereur du Nord Aubert commence ensuite devant de nombreux disciples. Eris tient 2 épées de bois et charge avec son habituelle intention meurtrière écrasante. Mais grâce à ses déplacements acrobatiques, à ses angles d'attaque étranges et à sa manière imprévisible de diriger l'affrontement, Aubert part facilement ses coups et la force à tomber au sol. Même alors, Eris ne faiblit pas. Elle respire difficilement et se fait repousser, mais une seule pensée demeure dans son esprit. Elle doit devenir plus forte. Assez forte pour pouvoir se tenir aux côtés de Rudéus. Lorsqu'Aubert lui demande avec curiosité qui est Rudéus, Eris se relève lentement. Son regard est tranchant, mais rempli de fierté. « Je suis une épéiste, et Rudéus est un magicien. »
Cette simple phrase révèle la véritable force qui pousse Eris en avant. Elle s'entraîne parce qu'elle veut un jour se tenir aux côtés de Rudéus. Elle veut le protéger. Elle ne veut plus rester impuissante et le regarder se faire vaincre par Orsted. L'amour, l'obsession et la détermination éclatent simultanément en elle. Eris rugit. Une aura de combat rouge jaillit autour de son corps. L'instant suivant, elle s'élance à la vitesse de la lumière. Sa lame frôle Aubert. Le coup est si puissant qu'il pulvérise le râtelier d'épée en bois situé loin derrière lui. Le dojo entier se fige. Ghislaine et les disciples sont couverts d'une sueur froide. Car le coup qu'Eris vient de libérer n'est plus le simple produit d'un instinct sauvage. C'est la véritable épée longue de lumière, parfaite à la fois en vitesse et en puissance. Enfin, le chien enragé, autrefois méprisé comme quelqu'un qui ne se battait qu'à l'instinct, a atteint la technique suprême en suivant sa propre voie sauvage. Quant à Aubert, bien qu'il vienne d'éviter de justesse un coup fatal, il éclate de rire avec un enthousiasme sincère. Il fait l'éloge de la technique qu'Eris vient d'exécuter, puis lui demande si elle veut faire un autre combat. Eris sourit avec fierté et assurance. Évidemment. Au sanctuaire de l'épée, alors que les disciples se reposent après une nouvelle séance d'entraînement intense, une jeune fille raconte soudain à Nina une rumeur stupéfiante au sujet d'Eris. Apparemment, le célèbre chien enragé du dojo aurait déjà offert son cœur à un jeune homme extraordinaire. En entendant cela, Nina se fige. À ses yeux, Eris est le genre de personne née pour manier une épée, pas quelqu'un qui devrait se laisser entraîner dans une histoire d'amour. Cette idée lui paraît totalement déplacée. La conversation ne s'arrête pas là. La jeune fille interroge ensuite nonchalamment Nina sur sa relation avec Gino, ce qui la fait immédiatement rougir. Nina nie tout en paniquant et affirme qu'elle consacrera sa vie entière à l'épée. Autrement dit, elle essaie de trancher le moindre signe d'amour naissant avant qu'il puisse grandir. À cet instant, Eris termine son entraînement avec le dieu de l'épée et s'approche. Comme Nina ne l'a jamais beaucoup apprécié, elle lui lance aussitôt une insulte mordante. Elle déclare qu'une fille aussi grossière qu'Eris ne trouvera jamais de petite amie, et qu'elle ferait tout aussi bien de rester pure éternellement pour se consacrer à l'épée. Dès qu'elle entend cela, Eris s'arrête et se retourne. Avec un sourire fier, elle déclare qu'elle n'est plus vierge. Nina et toutes les personnes présentes restent complètement stupéfaites. Eris parle ensuite fièrement de Rudéus. Le garçon qui a grandi avec elle, est devenu aventurier à ses côtés, a traversé avec elle le continent démon, et, surtout, a autrefois affronté le dieu dragon Orsted en personne. Nina refuse de la croire. Son père lui a dit que l'aura de combat d'Orsted était presque impossible à pénétrer. Malgré cela, Eris insiste. Rudéus n'est pas un magicien médiocre. Il est réellement puissant. Mais cette fierté ne dure pas. Eris baisse les yeux vers ses mains. Elle affirme toujours vouloir se tenir aux côtés de Rudéus, et affronter avec lui les êtres les plus puissants du monde. Mais elle comprend mieux que personne qu'elle n'est pas encore assez forte. Elle aime Rudéus, et croit en lui, mais cela rend encore plus douloureuse la distance qui la sépare de son objectif. Nina est complètement déconcertée. L'Eris qui se tient devant elle n'est pas seulement arrogante et violente. C'est une jeune fille qui s'entraîne désespérément afin de devenir digne de se tenir aux côtés de la personne qu'elle aime. Incapable de croire une histoire aussi invraisemblable, Nina décide de la vérifier elle-même. Elle quitte le sanctuaire de l'épée, et se rend dans une ville enneigée pour interroger des aventuriers. Au début, elle suppose toujours que ce Rudéus n'est qu'une invention exagérée d'Eris. Mais en posant quelques questions, elle entend rapidement parler de Rudéus du Bourbier, un aventurier réputé. Il aurait autrefois été recruté par le chef du groupe Steppe Leader, et une rumeur affirme même qu'il aurait vaincu un dragon rouge errant. Plus tard, Nina rencontre secrètement un informateur dans une ruelle étroite. Ce qu'elle apprend la choque encore davantage. Rudéus Greyrat a atteint le rang de saint de l'eau en magie à l'âge de 5 ans. À 7 ans, il est devenu le précepteur privé d'Eris Boreas Greyrat, dans la région de Phytoa. Après avoir disparu pendant longtemps, il est récemment réapparu en tant qu'aventurier célèbre. Il est désormais étudiant spécial à l'université de magie de Ranoa, dans la ville de Sharia. Ces informations frustrent tellement Nina qu'elle chevauche toute la nuit jusqu'à Ranoa, déterminée à vaincre Rudéus et à le ramener comme serviteur simplement pour provoquer Eris. Elle veut prouver que sa réputation n'est faite que de paroles vides. Lorsqu'elle arrive à l'université de magie de Ranoa, Nina comprend rapidement que l'endroit ne ressemble pas à ce qu'elle avait imaginé. C'est censé être une école de magie, mais de nombreux membres du peuple des bêtes, grands et musclés, s'y promènent, donnant au campus une atmosphère très différente de ses attentes. En observant les environs, elle aperçoit Rudéus au loin. Il discute avec quelqu'un et paraît étonnamment ordinaire, loin de posséder la présence écrasante qu'elle avait imaginée. À ce moment, un homme bête s'avance soudain et défie Rudéus selon les coutumes matrimoniales de son peuple. Rudéus accepte le défi, et, dès que le combat commence, il prend fin presque instantanément. Le grand homme bête réduit rapidement la distance qui les sépare, mais Rudéus le vainc au corps à corps en un instant. Il s'effondre au sol, l'écume aux lèvres. Nina, qui observe la scène depuis derrière un mur,
reste sans voix. Un magicien est censé être faible au corps à corps. Pourtant, Rudéus s'est débarrassé d'un adversaire puissant aussi facilement que s'il avait chassé de la poussière de sa manche. Alors que les étudiants alentour font toujours du bruit, certains disant à Nina qu'elle devra attendre au bout de la file si elle veut le défier, le sol commence soudain à trembler. Le roi démon immortel Badigadi apparaît, une gigantesque silhouette violette dotée de 6 bras puissants. En riant bruyamment, il annonce que quiconque veut combattre Rudéus devra d'abord le vaincre. L'atmosphère devient immédiatement tendue. Nina et les autres étudiants dégainent leurs armes et se précipitent au combat. Mais peu après, ils sont tous étendus dans l'herbe, complètement vaincus. Malgré la douleur, Nina se force à se relever et regarde devant elle. Rudéus s'avance pour affronter directement Badigadi. Il lève son gantelet magique et se prépare à lancer un puissant sort, tandis que Badigadi continue de rire fièrement en le mettant au défi de frapper. Une explosion gigantesque éclate alors. La poussière et la fumée recouvrent le champ de bataille, ouvrant le véritable affrontement entre Rudéus et le roi démon immortel. Après la terrifiante explosion à l'université de magie de Ranoa, la fumée se dissipe lentement. La scène qui apparaît devant Nina la laisse figée sur place. Le roi démon immortel Badigadi, le même être qui venait de mettre à terre sans difficulté une foule d'étudiants, a été projeté contre le mur de l'académie par un seul des sorts de Rudéus. En regardant Rudéus abaisser calmement son bâton, Nina peine à croire ses yeux. La personne devant elle n'est plus simplement un magicien doté d'une réputation impressionnante. C'est un véritable monstre déguisé en étudiant spécial. À cet instant, Nina comprend enfin pourquoi Eris est aussi obsédée par l'idée de devenir plus forte. Eris veut se tenir aux côtés d'une personne pareille. Cette seule pensée suffit à anéantir tous ses doutes. Jusqu'ici, Nina supposait qu'Eris exagérait parce qu'elle était amoureuse. Mais après avoir vu Rudéus vaincre Badigadi de ses propres yeux, elle n'a plus aucune raison de le nier. La personne qu'Eris essaie de rattraper existe réellement à un niveau très supérieur à celui des gens ordinaires. Cette nuit-là, sur le chemin du retour vers le sanctuaire de l'épée, Nina s'assoit seule devant un feu de camp, au milieu de la neige, et contemple son reflet dans la lame de son épée. Ce voyage avait commencé par la suspicion et la rivalité. Mais à présent, seul un sentiment pesant demeure en elle. Elle a vu la force de Rudéus, et comprend enfin pourquoi Eris s'entraîne comme si elle ne s'autorisait jamais à se reposer. Lorsque Nina atteint le dojo tard dans la nuit, elle voit silencieusement Eris qui manie encore son épée dans la cour. Chaque coup est rempli de détermination, comme si Eris ne s'était jamais permis de s'arrêter ne serait-ce qu'une seule fois. Le lendemain matin, le sanctuaire de l'épée reçoit une invitée très spéciale. Rheida Rhea, dirigeante du style du dieu de l'eau, accompagnée d'une jeune disciple. Dès qu'ils se rencontrent, Galfarion ne s'encombre pas de formules polies, et lui demande directement pourquoi elle est venue. Rheida rit et répond que, puisque Gal a réellement baissé la tête pour lui demander de l'aide, elle est devenue curieuse de découvrir la personne à qui il souhaite qu'elle enseigne. L'atmosphère entre ces deux maîtres ressemble à celle de vieilles connaissances qui se retrouvent, chaque parole polie dissimulant une pointe acérée. Nina et Eris sont ensuite appelés dans la salle principale. Nina s'agenouille immédiatement et respectueusement devant le dieu de l'eau, tandis qu'Eris reste debout, les bras croisés, sans accorder la moindre importance au cérémonial. Nina lui ordonne rapidement de s'agenouiller, puis Gal présente la femme qui se tient devant elle comme Rheida Rhea, dirigeante du style du dieu de l'eau. Dès qu'elle observe Eris, Rheida comprend que cette jeune fille ressemble davantage à une bête sauvage qu'à une élève ordinaire. Elle dit directement qu'Eris est totalement inadaptée au style du dieu de l'eau. Puis, elle demande à Gal qui il compte exactement lui faire affronter. Gal répond avec sérieux qu'Eris veut vaincre le dieu dragon Orsted. Dès que ce nom est prononcé, même les yeux de Rheida s'écarquillent. Orsted n'est pas le genre d'adversaire que l'on désigne nonchalamment comme objectif personnel. Il est assez terrifiant pour ébranler même des maîtres tels que. Même si Rheida considère cet objectif comme absurdement imprudent, elle le trouve intéressant. Cependant, elle ne souhaite pas perdre son temps avec quelqu'un qui n'aurait aucun talent. Elle ordonne donc à la jeune disciple qui l'accompagne de tester Eris. La jeune fille se présente comme la reine de l'eau Isolte cruelle, et avertit Eris de ne pas croire que le titre de sainte de l'épée suffira à la dominer. Le combat commence. Eris se précipite immédiatement en avant à une vitesse féroce. Elle bondit dans les airs et abat son arme comme pour découper son adversaire en un seul coup. Mais Isolte se déplace avec légèreté, utilisant les capacités défensives et les contre-attaques du style du dieu de l'eau pour éviter complètement l'assaut. Eris perd son élan et s'écrase directement contre le râtelier d'épée derrière elle. Cette chute stupéfie Nina. Une personne comme Eris, qui submerge toujours ses adversaires par son intention meurtrière et sa vitesse, vient d'être neutralisée avec une facilité déconcertante. Isolte se contente de sourire calmement, tandis que Rheida affirme que le combat n'était pas particulièrement intéressant, même si le résultat lui suffit. Elle se tourne ensuite vers Nina, et lui demande si elle souhaite apprendre sous sa direction le style du dieu de l'eau. Nina refuse, car elle désire continuer à suivre la voie du style du dieu de l'épée.
Gal décide finalement qu'Eris, Nina et Isolde continueront chaque matin à s'entraîner auprès de leurs maîtres respectifs. Après le coucher du soleil, elles s'entraîneront ensemble, s'affronteront et progresseront grâce à leur rivalité. À la fin de la journée, Isolde et Nina se rendent dans la chambre d'Eris afin de discuter. Isolde lui signale directement sa plus grande faiblesse, elle dégage beaucoup trop d'intentions meurtrières. Pour le style du dieu de l'eau, cette intention meurtrière est comme un guide gratuit indiquant la direction de l'attaque à venir. Tant qu'une pratiquante peut sentir d'où vient le coup, elle peut facilement réagir. En entendant cela, Eris pose le menton sur sa main avec frustration. Lui demander de dissimuler son intention meurtrière revient presque à demander au feu de ne pas être chaud. Isolde explique ensuite que Nina est son opposée. Lorsqu'elle se bat, Nina ne dégage pratiquement aucune intention meurtrière. Cela embarrasse et déroute Nina, qui ne comprend pas pourquoi. Eris n'est cependant toujours pas convaincue. Elle grogne que, si elle se contente de manier son épée aussi vite que possible, elle devrait gagner. Il ne devrait donc pas être nécessaire de cacher son intention meurtrière. C'est exactement le genre de raisonnement que l'on attend du chien enragé. Repérer la cible, foncer sur elle et la découper. Pendant ce temps, Nina est complètement découragée par tout ce qui s'est passé. Elle s'affaisse sur la table, et se demande pourquoi elle est incapable de vaincre quelqu'un comme Isolde. Sa confiance a été entièrement ébranlée. Isolde sourit et explique qu'elle a utilisé de petites astuces pour guider les mouvements de Nina et la pousser à agir exactement comme elle le souhaitait. Une nouvelle direction d'entraînement s'ouvre ainsi. Eris ne doit pas seulement devenir plus forte. Elle doit aussi apprendre à affronter des adversaires capables de lire, d'éviter et de briser l'intention meurtrière sur laquelle elle s'appuie. Dans la chambre du dortoir, alors que la discussion sur l'intention meurtrière n'est toujours pas résolue, Eris se lève soudain et révèle quelque chose d'important. Autrefois, Ruigerd lui a enseigné que les yeux pouvaient également devenir une arme. S'ils sont utilisés correctement, un épéiste peut tromper son adversaire et le forcer à attaquer plus tôt ou plus tard, selon le rythme qu'il souhaite imposer. Isolde comprend immédiatement le problème. Pendant leur combat, Eris avait volontairement tenté de l'attirer avec son regard. Elle ne s'était pas simplement précipitée aveuglément comme une bête incontrôlable. Eris reconnaît avoir essayé cette ruse, mais Isolde était trop forte. L'expérience du style du dieu de l'eau la rendait difficile à piéger. Isolde ne s'en offense pas. Elle conseille joyeusement à Eris de cesser pour le moment de s'appuyer sur cette méthode et de se concentrer plutôt sur la suppression de son intention meurtrière afin de progresser davantage. Eris accepte d'essayer. Nina, qui se tient à proximité, se sent encore plus perdue, car les deux autres ont trouvé des pistes d'amélioration tandis qu'elle ignore toujours ce qu'elle doit corriger en premier. Isolde lui sourit simplement et lui conseille d'interroger directement son maître. Après tout, si l'escrime était aussi facile à comprendre par soi-même, elle n'aurait pas besoin de s'entraîner ensemble. Plus tard, alors que Nina se rend à la fenêtre et observe le coucher du soleil, Eris remarque soudain une cape de fourrure suspendue au mur. Elle ressemble beaucoup à celle de Ghislaine. Nina lui explique que, dans ce dojo, toute personne atteignant le rang de saint de l'épée reçoit une cape de ce genre. Cependant, elle n'est pas simplement remise comme cadeau. Pour l'obtenir, l'épéiste doit chasser elle-même le monstre, puis utiliser sa peau afin de fabriquer la cape, et ainsi prouver sa force. Dès qu'elle entend cela, Eris demande où se trouve ce monstre. Nina lui indique la forêt située près de la cascade, à l'ouest. Eris n'a pas besoin d'en entendre davantage. Elle exige immédiatement que Nina l'y conduise. Toutes les trois chevauchent donc de nuit à travers la forêt, en direction d'une cascade gelée entourée d'une neige épaisse et d'un froid mordant. Nina les avertit que les monstres de cette région sont à la fois nombreux et rapides. Elles ne peuvent pas se permettre d'être imprudentes. Isolde est quelque peu nerveuse, car elle affronte rarement des monstres sauvages. Eris, en revanche, demeure étrangement calme. Elle se tient devant un tas de bois sec et déclare que si elles allument un feu, les monstres viendront d'eux-mêmes. Eris lève alors les deux mains, récite une incantation et crée une boule de feu pour enflammer le bois. Nina et Isolde sont toutes deux stupéfaites. Voir une pratiquante du style du dieu de l'épée, utiliser la magie est totalement inattendu. Eris explique fièrement que Rudéus lui a enseigné la lecture, l'écriture, la magie et même la langue du dieu démon lorsqu'ils voyageaient ensemble à travers le continent démon. Ghislaine a elle aussi reçu son enseignement. En quelques mots seulement, il devient évident que Rudéus a profondément façonné le parcours d'Eris. Peu après, l'intention meurtrière des monstres commence à se manifester. Des loups des neiges aux yeux rouges et aux longs crocs émergent des ténèbres et encerclent le groupe. Eris est la première à charger. Enthousiaste, elle bondit dans les airs et assène un coup puissant qui terrasse instantanément le premier loup. Nina et Isolde dégainent également leurs épées et rejoignent le combat. L'une utilise une vitesse décisive. L'autre une défense fluide suivie de contre-attaques. Les trois styles différents commencent à évoluer selon un même rythme. La chasse atteint rapidement son apogée, alors que toujours plus de loups apparaissent. Pourtant, au lieu de paniquer,
Les trois jeunes femmes deviennent de plus en plus coordonnées à mesure que le combat se poursuit. Isolde sourit en gérant calmement les monstres qui se précipitent sur elle. Nina abat ses cibles avec des coups rapides et précis. Quant à Eris, elle reste fidèle à elle-même et devient toujours plus enthousiaste à mesure que les ennemis l'encerclent. Finalement, elle bondit depuis la falaise glacée et frappe avec une puissance écrasante. Une explosion de lumière, de neige et de glace pulvérisée anéantit les monstres restants en un seul coup magnifique. Le lendemain matin, alors qu'elle retourne au dojo sous la lumière de l'aube, Isolde reconnaît avec joie que c'est la première fois qu'elle prend autant de plaisir à s'entraîner, à apprendre et à chasser des monstres aux côtés d'amis proches de son propre niveau. Une fois de retour, Nina et Isolde comprennent toutes les deux qu'elles ont clairement progressé grâce à ces affrontements répétés. Eris, fidèle à son habitude, ne dit pas grand-chose. Avant de partir, elle tourne le dos à Isolde et déclare que, la prochaine fois, elle parviendra assurément à la toucher. À l'étage, Aubert Corvette rit et remarque que les trois semblent désormais être de force égale. Reida approuve et affirme que gagner ne serait-ce qu'un combat sur 3 représenterait déjà un progrès majeur. Ghislaine sourit avec une satisfaction discrète, car elle comprend enfin l'intention de Galfarion. Il n'enseigne pas à Eris uniquement par l'épée. Il l'a placée dans un environnement rempli d'adversaires qui la forceront à grandir par elle-même. Alors qu'Eris descend le couloir, Nina l'interpelle soudain et lui demande si elle veut savoir comment cesser de dégager autant d'intentions meurtrières. Eris exige immédiatement la réponse. Nina lui donne un conseil étonnamment simple. Prendre un bain tous les jours, nettoyer son corps, manger correctement, se glisser dans un lit chaud et s'endormir en pensant au garçon qu'elle aime. Dès que Rudéus est mentionné, Eris rougit et s'emporte en demandant quel rapport cela peut bien avoir avec lui. Nina se détourne et lui explique que, chaque fois qu'Eris parle de Rudéus, son intention meurtrière disparaît. Elle ajoute que si Eris reste trop sale, il risque de ne pas l'apprécier. La remarque paraît banale, mais elle touche au cœur du problème. Eris baisse les yeux, renifle sa manche sale, puis se souvient à quel point Rudéus se montrait attentionné. Pendant leur voyage, il s'occupait même de choses comme sa lessive. Le temps passe, et, au dojo du style du dieu de l'épée, Eris et Isolde commencent un nouveau combat d'entraînement sous le regard de Nina. Cette fois, Eris est complètement différente. Son corps est propre, son esprit est calme, et son regard ne déborde plus d'intentions meurtrières. Lorsque les deux jeunes femmes se précipitent l'une vers l'autre, Isolde adopte sa posture défensive habituelle et attend de lire la direction de l'épée d'Eris. Mais comme Eris dissimule son intention meurtrière, Isolde n'est plus capable de prédire le prochain coup. En un seul instant, l'épée de bois d'Eris atteint le cou d'Isolde, chasse son arme de sa main, et la fait tomber sur le sol d'entraînement. Nina reste à proximité, bouche bée. Eris abaisse lentement son épée, serre le poing et sourit plus vivement que jamais. Elle sait qu'elle vient de franchir une étape majeure sur la voie qui lui permettra un jour de revenir auprès de Rudéus et de se tenir fermement à ses côtés. Le matin arrive au manoir Greyrat. Rudéus se réveille auprès de Roxy, la femme qui lui a autrefois enseigné la magie, et qui est désormais officiellement devenue son épouse. Elle dort encore paisiblement, tandis que Rudéus arbore déjà l'expression d'un homme dont les pensées devraient probablement rester privées. Avant qu'il ne puisse se ridiculiser davantage, Roxy ouvre les yeux et remarque aussitôt sa déception. Lorsqu'elle lui demande ce qui ne va pas, il répond avec une honnêteté absolue, il voulait simplement admirer un peu plus longtemps sa professeure bien-aimée dans la lumière du matin. Cette remarque fait rougir Roxy jusqu'aux oreilles, mais elle retrouve rapidement la dignité calme d'une instructrice et lui dit de se préparer. Une nouvelle journée a déjà commencé. En bas, Sylphie tient Lucie dans ses bras. La vue de la mère et de la fille en sécurité dans la maison apaise immédiatement Rudéus. Il s'approche, enlace Sylphie et lui parle avec la même affection naturelle qu'il montrait à Roxy quelques instants plus tôt. D'une manière ou d'une autre, cet homme a déjà accompli tout un programme romantique avant même le petit déjeuner. Roxy descend peu après, visiblement embarrassée. Sylphie ne perd pas de temps et lui demande si la nuit précédente s'est bien passée, laissant Rudéus debout à proximité avec l'expression tendue de quelqu'un qui attend l'évaluation officielle de ses performances. Roxy reconnaît doucement qu'il a été tendre et qu'il a bien pris soin d'elle. Sylphie sourit, manifestement satisfaite de la réponse. De l'autre côté de la pièce, Norne brosse soigneusement les cheveux de Zénith. Elle explique qu'elle a rassemblé davantage d'histoires sur Ruigerd, dans l'espoir qu'elle puisse être utilisée dans le livre que Rudéus prévoit d'écrire sur la tribu des Super. L'objectif est de restaurer la réputation d'un peuple craint et incompris depuis des générations. La scène est simple, mais elle révèle à quel point Norne a grandi. Elle ne se contente plus de suivre son frère. Elle a commencé à trouver ses propres objectifs et responsabilités. Rudéus observe Zénith en silence. Depuis son sauvetage et son retour à Sharia, elle n'a toujours pas recouvré ses souvenirs ni son ancienne personnalité. Malgré cela, de petits changements commencent à apparaître dans ses réactions. Rudéus ne la force pas, et n'exige aucune réponse. Il reste simplement près d'elle,
attendant patiemment que la partie de sa mère qui subsiste encore finisse peut-être par revenir. Aïcha entre alors dans son uniforme de domestique, apportant le petit déjeuner avec assez de cérémonie pour servir une famille royale. Le repas comprend une soupe de patates douces aux haricots yoko, du pain et du lait de brebis. Pour Rudéus, toutefois, la nourriture n'est pas ce qui compte. Les personnes qui étaient autrefois dispersées à travers le monde, sont désormais assises ensemble autour de la même table. Après tout ce qu'il a perdu, ce petit déjeuner ordinaire ressemble à un miracle. Une fois le repas terminé, Rudéus se rend à l'université de magie de Ranoa, en compagnie de Sylphie, Roxy et Norn. La route lui est familière, mais cette journée est différente. Roxy ne marche plus seulement à ses côtés en tant que professeur. Elle est maintenant un membre officiel de sa famille. Pendant le trajet, Roxy évoque la dernière fois où Rudéus l'a présenté aux gens de l'université. Il avait fièrement décrit son talent, son expérience et son statut de professeur qui l'avait initialement guidé sur la voie de la magie. Cependant, il avait oublié de mentionner un détail mineur, elle était également son épouse. Rudéus comprend immédiatement son erreur et s'excuse. Malheureusement, la méthode qu'il choisit pour la corriger est tout sauf discrète. Au milieu de la cour de l'école, il prend Sylphie et Roxy dans ses bras, et annonce à haute voix qu'il les aime toutes les deux. Les étudiants se retournent pour les regarder. Les murmures se propagent immédiatement et Norn s'éloigne aussi rapidement que possible, espérant que personne ne comprendra qu'elle a un lien de parenté avec lui. Rudéus voulait peut-être dissiper un malentendu, mais il vient pratiquement d'organiser une conférence de presse publique sur sa vie amoureuse. Norn rejoint bientôt ses camarades de classe, qui l'accueillent chaleureusement. En l'observant de loin, Rudéus, Sylphie et Roxy comprennent qu'elle a réellement trouvé sa place à l'université. Autrefois, Norn s'isolait et comparait constamment ses capacités limitées au talent extraordinaire de son frère aîné. Elle a désormais des amis, des objectifs scolaires et une vie qui lui appartient. Rudéus est fier de ses progrès, même si son expression change dès qu'il remarque plusieurs garçons dans les environs. Il n'a aucun problème à ce que Norn se fasse des amis. Cependant, tout jeune homme espérant devenir plus qu'un ami devra probablement survivre à un processus de sélection plus exigeant que l'examen d'entrée à l'université. Après avoir laissé Norn avec ses camarades, Rudéus accompagne Roxy jusqu'au bureau du directeur. Elle y apprend qu'elle commencera immédiatement à enseigner. Roxy reconnaît qu'elle s'intéressait autrefois très peu au métier de professeur. Pendant une grande partie de sa vie, elle s'est principalement préoccupée d'acquérir des connaissances et d'améliorer ses propres capacités magiques. Avec le temps, toutefois, sa perspective a changé. Guider Rudéus lui a permis de découvrir la satisfaction de transmettre ses connaissances et de voir un élève progresser au-delà de toutes les attentes. Rudéus retourne ensuite en classe, où Ligna et Pursena commencent immédiatement à se moquer de lui. Elles l'ont vu traverser l'université avec Sylphie et Roxy. Et sa déclaration théâtrale dans la cour est apparemment déjà devenue la grande nouvelle du campus. Les deux filles bêtes plaisantent en disant qu'elles devraient elles aussi se dépêcher de trouver des maris impressionnants et de rentrer chez elles avant que Rudéus ne s'empare de toutes les réussites romantiques disponibles à Sharia. Zanoba et Julie arrivent bientôt pour l'accueillir. Zanoba demeure presque excessivement dévouée à Rudéus, tandis que Julie se réjouit de pouvoir enfin reprendre leurs recherches sur une poupée magique autonome. Pour eux, le retour de Rudéus ressemble au rétablissement soudain de l'électricité dans un laboratoire plongé depuis des mois dans l'obscurité. Nanaoshi entre avec son habituelle expression épuisée, mais même elle paraît soulagée. Tant que Rudéus reste à Sharia, ses recherches sur la téléportation ne seront plus indéfiniment retardées. Alors que la classe commence à se calmer, Roxy entre vêtue de la tenue officielle d'une instructrice. Elle monte sur l'estrade et se présente comme Roxy Migurdia Greyrat. À partir de ce jour, elle sera leur nouvelle professeure ainsi que la responsable principale de la classe. Sa présentation est professionnelle, calme et parfaitement respectable. Puis Roxy ajoute qu'elle est également la deuxième épouse de Rudéus Greyrat. La classe entière tombe dans le silence. Rudéus ne peut que laisser retomber sa tête entre ses mains. Il a annoncé leur relation dans la cour le matin même, et Roxy vient désormais d'en apporter la confirmation officielle directement devant la classe. À ce stade, plus personne à l'université ne peut ignorer sa situation familiale. Tandis que les étudiants continuent de murmurer, Cliff s'approche de Rudéus avec une expression manifestement mécontente. Il lui reproche d'être revenu avec Elinalis sans lui rendre visite, et de ne jamais l'avoir informé qu'une nouvelle personne avait rejoint sa famille. Rudéus explique qu'il a délibérément évité Cliff à cause de sa foi. En tant que fervent adepte de la religion de Milice, Cliff croit fermement au mariage entre un seul homme et une seule femme. Rudéus supposait qu'il condamnerait sa décision d'épouser Roxy. Cliff affirme cependant que la religion n'est pas le principal problème. Ce qui le déçoit, c'est que Rudéus avait autrefois promis de n'aimer que Sylphie, avant de revenir de son voyage avec une autre épouse. Plus important encore, Cliff lui rappelle de réfléchir à la manière dont cette situation affecte Norn. Norn se rend régulièrement à l'église. Après la mort de Paul, elle voyait Rudéus comme la dernière figure stable de sa famille.
Elle priait chaque jour pour que son père et son frère reviennent vivants. Elle admirait également le foyer paisible que Rudéus avait bâti avec Sylphie et espérait pouvoir un jour construire quelque chose de semblable. Lorsque Rudéus est revenu avec une seconde épouse, l'image à laquelle elle faisait confiance a soudainement été ébranlée. Sa colère ne concernait donc pas seulement la morale. Elle venait de son chagrin, de sa confusion et d'un sentiment de trahison. Cliff avertit Rudéus que Norn a déjà perdu son père. Comme Zénith reste incapable de communiquer normalement, Norn peut se sentir complètement seule même dans une maison remplie de monde. Si chacun suppose qu'elle finira par aller mieux sans lui apporter de soutien, cette solitude ne fera que s'approfondir. Ces paroles frappent Rudéus plus durement que n'importe quelle accusation religieuse. Il pensait que ramener tout le monde à la maison suffirait automatiquement à créer une famille heureuse. Cliff l'oblige à comprendre que les retrouvailles ne sont que le début. Vivre ensemble, se comprendre et prendre correctement soin de chaque personne constitue le véritable défi. Alors que la conversation devient de plus en plus tendue, Zanoba intervient pour les calmer. Cliff finit par baisser la voix, et remarque enfin que Rudéus a perdu sa main gauche. Lorsqu'il apprend que Rudéus a affronté une hydre capable de résister à la magie, sa frustration se transforme rapidement en stupeur et en compassion. Pour un magicien, affronter un ennemi capable de neutraliser les sorts représente presque la pire situation possible. Rudéus a survécu, mais il a payé cette victoire de sa main. À cet instant, Zanoba et Cliff révèlent quelque chose qu'ils avaient préparé à l'avance. Il s'agit d'un gantelet magique spécial, mis au point au terme de 6 mois de recherche liés au projet de poupée autonome. Ils ne peuvent pas rendre à Rudéus sa main d'origine, mais ils pensent pouvoir lui offrir quelque chose d'assez proche pour l'aider à vivre et à combattre de nouveau. Ce cadeau représente des mois de travail, mais il ressemble également à la matérialisation physique de leur amitié. Zanoba demande à Rudéus d'enfiler le gantelet et de réciter une incantation appelant la terre à devenir son bras. Dès que Rudéus y injecte du mana, des lignes lumineuses se répandent à sa surface. La main artificielle commence à répondre directement à ses pensées. Les doigts bougent les uns après les autres. Rudéus ferme la main, la rouvre et touche prudemment un objet à proximité. À sa grande stupéfaction, le bout des doigts peut même ressentir le contact. Pendant plusieurs secondes, il ne dit rien. Une chose qu'il croyait perdue pour toujours vient de revenir sous une autre forme, lui rendant une partie de la vie ordinaire qu'il avait perdue. Naturellement, le groupe décide d'en tester la force. Ils installent une cible à l'extérieur et Rudéus ramasse une petite pierre avec sa nouvelle main. Le plan initial consiste simplement à vérifier sa stabilité et son contrôle. Mais dès qu'il lance la pierre, le test devient beaucoup plus spectaculaire que prévu. La pierre déchire l'air à une vitesse terrifiante. Une violente onde de choc éclate dans le ciel et fend une partie des nuages. Tout le monde observe la scène en silence. L'appareil conçu pour aider Rudéus dans sa vie quotidienne vient de révéler qu'il constitue également une arme extrêmement puissante. Zanoba explique avec enthousiasme que la main artificielle peut amplifier la force physique selon la quantité de mana qu'on lui fournit. Plus Rudéus y injecte d'énergie, plus la force produite est importante. Comme Rudéus possède une réserve de mana gigantesque, personne ne sait où se situe la véritable limite. Lorsqu'on lui demande de nommer l'invention, Rudéus combine les noms de Zanoba et Cliff. Il l'appelle la première version prototype de la prothèse Zarif. Ce nom rend hommage aux 2 personnes qui l'ont créé et marque le début d'un tout nouveau style de combat pour Rudéus. Lorsqu'il rentre chez lui, le soleil se couche déjà. Aïcha traverse le portail en courant pour l'accueillir et lui saute dans les bras. Elle lui souhaite la bienvenue avec une voix de domestique exagérément théâtrale, ce qui le fait rire avant que la conversation ne retrouve naturellement le chaos chaleureux de la vie familiale. Aïcha est joueuse. Norn est sérieuse et parfois difficile. Sylphie est douce. Roxy est facilement embarrassée. Zénith reste silencieuse. Ensemble, elles forment le foyer que Rudéus a tant lutté pour atteindre. À l'intérieur du manoir, il montre fièrement sa nouvelle main à Sylphie et Roxy. Il remue chaque doigt presque aussi facilement qu'avec une véritable main, et les 2 femmes sont soulagées de savoir que sa vie quotidienne deviendra beaucoup plus facile. Rudéus tend ensuite les 2 bras et déclare qu'il peut enfin enlacer confortablement ses 2 épouses en même temps. Norn, assise à proximité en train de travailler sur le livre consacré à Ruigerd, lui demande immédiatement de faire preuve d'au moins un peu de retenue. Elle a déjà supporté assez de démonstrations publiques d'affection pour une seule journée. Au dîner, toute la famille se rassemble autour de la table sous la lumière chaleureuse des bougies. Rudéus observe silencieusement chaque visage. Sylphie est assise près de Lucie. Roxy a désormais sa place au sein du foyer. Norn poursuit son écriture. Aïcha gère la maison. Zénith n'est peut-être plus la femme qu'elle était autrefois, mais elle est toujours présente. Les souvenirs de son long voyage lui reviennent. La catastrophe de téléportation de Phytoa, la lutte pour survivre sur le continent démon. Ses voyages avec Eris et Ruigerd, sa défaite face à Orsted, la douloureuse séparation avec Eris, ses retrouvailles avec Sylphie à l'université, leur mariage, la naissance de Lucie, l'expédition pour sauver Zénith,
ses retrouvailles avec Roxy dans le labyrinthe et, enfin, la mort de Paul. Chaque instant de bonheur a eu un prix. La main artificielle sur son bras prouve que la paix ne lui a jamais été offerte gratuitement. Malgré cela, Rudeus refuse de laisser le passé le plonger dans le désespoir. Il regarde plutôt les personnes qui sont encore présentes. Il décide d'accorder davantage d'importance à ses journées ordinaires. Il fera plus attention à Norn, passera plus de temps avec Zénith, soutiendra Sylphie et Roxy, et protégera la famille qu'il a enfin réussi à réunir. Plus tard dans la nuit, lorsque le manoir est devenu silencieux, Rudeus descend dans le sous-sol avec une bougie. Il avance prudemment, presque comme s'il accomplissait une mission secrète. Sa destination n'est pourtant ni un laboratoire ni une salle d'armes cachée. C'est une petite pièce contenant un hôtel soigneusement entretenu. Rudeus ouvre une boîte et révèle la précieuse relique qu'il associe depuis longtemps à Roxy. Roxy elle-même est désormais son épouse. Pourtant, ce rituel privé est malgré tout resté une partie de sa vie. Il s'agenouille et adresse une prière sincère à ce souvenir familier. La scène semblerait ridicule à n'importe qui d'autre, mais Rudeus la prend très au sérieux. Bien avant que Roxy ne devienne son épouse, elle était la personne qui avait changé sa vie. Elle l'avait aidé à surmonter sa peur du monde extérieur, et lui avait donné le courage de recommencer à vivre. Dans cette pièce silencieuse située sous le manoir, Rudeus comprend enfin qu'il est réellement revenu à une vie quotidienne. Bien sûr, sa version de la vie quotidienne consiste à fréquenter une université de magie, à posséder un bras artificiel capable de projeter des pierres à travers les nuages, à vivre avec 2 épouses et à vénérer une mystérieuse relique dans son sous-sol. Pour Rudeus Grera, cela semble apparemment correspondre à la paix. Au cimetière de Sharia, 3 anciens compagnons, Elinalise, Guise et Talande, sont assis près de la tombe de Paul. Ils versent à boire et se remémorent les batailles auxquelles ils ont autrefois survécu ensemble. Elinalise pleure silencieusement la disparition de Paul. Zénith a survécu, mais elle ne peut plus leur parler comme autrefois. Talande essaie d'alléger l'atmosphère en faisant remarquer que, pour des aventuriers, vivre assez longtemps pour partager un autre verre, signifie déjà qu'ils ont eu plus de chance que beaucoup d'amis qui ne sont jamais revenus. Guise pense que Paul peut reposer en paix, en sachant que sa femme et ses enfants sont pris en charge, et que Rudeus est enfin devenu assez fort pour assumer les responsabilités qu'il a laissées derrière lui. À cet instant, Rudeus et Roxy arrivent eux aussi pour se recueillir sur la tombe. Avant de partir, Guise place un lourd sac entre les mains de Rudeus. Il contient des pièces d'or, des bijoux et des trésors récupérés dans le labyrinthe de téléportation. Le sac rassemble la part de Rudeus, celle de Paul et des contributions supplémentaires offertes par les autres membres du groupe. Rudeus essaie de refuser une somme aussi importante. Mais Roxy lui rappelle doucement que son foyer s'est considérablement agrandi et qu'il aura besoin de beaucoup d'argent à l'avenir. Guy insiste pour qu'il l'accepte et lui donne une dernière instruction. À partir de maintenant, il doit chérir sa famille. Ces paroles ressemblent à une transmission officielle de responsabilité entre Paul et son fils. Rudeus serre la main de Guise avec gratitude. Talande soulève ses bagages, puis les 2 aventuriers quittent le cimetière sous le soleil matinal. De retour au manoir pendant son jour de congé, Rudeus trouve Aïcha et Zénith en train de s'occuper du jardin. Voir sa mère ameublir soigneusement la terre, arracher les mauvaises herbes et prendre soin de chaque jeune plante lui rappelle le village de Buena, où Zénith aimait autrefois jardiner. Elle est toujours incapable de communiquer et ses souvenirs perdus n'ont montré que peu de signes de retour. Mais son corps se souvient des gestes qu'elle a répétés pendant des années. En voyant Zénith et Aïcha agenouillés côte à côte parmi les parterres de fleurs, Rudeus se dit qu'elle ressemble exactement à une mère et sa fille. Il explique à Aïcha qu'elle peut désormais appeler Zénith « mère », puisqu'elles vivent toutes sous le même toit. Aïcha secoue la tête. Lilia lui a ordonné de s'adresser à elle en disant « Dame Zénith ». Pour Lilia, la frontière entre une servante et sa maîtresse ne peut pas être simplement effacée. Rudeus se soucie peu des titres formels. Ce qui lui importe, c'est que chacun considère les autres comme des membres de sa famille. Aïcha lui adresse alors un sourire malicieux et lui demande de venir dans sa chambre plus tard, car elle a quelque chose d'extrêmement spécial à lui montrer. Avant d'aller examiner la mystérieuse découverte d'Aïcha, Rudeus passe un peu de temps auprès de Lucie. Il s'assoit près du berceau, fait des grimaces ridicules et imite même une vache pour tenter de divertir sa fille. Lucie se contente d'observer son père avec une expression parfaitement sérieuse. Lilia, qui les regarde, explique doucement que Paul avait autrefois lutté avec le même désespoir pour faire rire Rudeus lorsqu'il était bébé. Cette comparaison réduit Rudeus au silence. Après avoir rendu Lucie à Lilia, il se rend dans la chambre d'Aïcha et découvre avec stupeur une plante en pot qui bouge toute seule. Elle se tourne vers toute personne entrant dans la pièce, et ses feuilles s'ouvrent comme une petite bouche aspirant de l'air. Rudeus l'identifie immédiatement comme un tran, un monstre de type végétal. Aïcha explique qu'elle voulait le lui signaler plus tôt, mais que son frère était toujours occupé. Elle a donc attendu son jour de congé. La plante semblait parfaitement normale lorsqu'elle l'a rapportée et n'a commencé à bouger qu'après avoir reçu des soins réguliers.
Elle reconnaît ensuite qu'elle l'a parfois arrosé avec l'eau restante du bain. Rudéus soupçonne que des traces de transpiration ou de mana provenant d'Aïcha et de Sylphie ont pu provoquer cette mutation. Cependant, les trans-adultes peuvent attaquer les gens et développer des parties empoisonnées. Pour la sécurité du foyer, Rudéus décide qu'il faudrait détruire la créature pendant qu'elle est encore petite. Aïcha se place immédiatement entre lui et la plante. Elle insiste sur le fait que celle-ci n'a jamais fait de mal à personne, qu'elle se comporte bien et qu'elle peut être dressée. Pour le prouver, elle ordonne au tran de lui tendre la main. La plante étend docilement une petite branche vers elle. Sa réaction prouve qu'elle comprend les ordres et qu'elle a déjà créé un lien avec Aïcha. Rudéus n'est toujours pas convaincu. Le fait qu'elle soit inoffensive aujourd'hui ne garantit pas qu'elle le restera lorsqu'elle aura grandi. Lorsque ses supplications échouent, Aïcha révèle son arme ultime. Elle menace de parler à Sylphie et Roxy de la pièce cachée dans le sous-sol, dans laquelle Rudéus a construit un hôtel privé et conservé de précieux objets liés à Roxy. Rudéus panique immédiatement. Aïcha ajoute que Roxy pourrait avoir des questions intéressantes lorsqu'elle apprendra à quel point son mari est dévoué. Et peut-être étrange. Rudéus couvre précipitamment la bouche de sa sœur et insiste sur le fait qu'il essaie seulement de la protéger. À cet instant précis, Roxy apparaît dans l'encadrement de la porte. Rudéus change aussitôt de sujet et lui demande si un jeune tran représente un danger. S'appuyant sur son expérience dans le village Migur, Roxy explique que les trans sauvages sont effectivement des monstres, mais que ceux que l'on élève avec soin dès leur plus jeune âge peuvent s'attacher aux humains. Les Migurs en gardent même dans leurs champs afin d'effrayer les oiseaux. Plus important encore, celui-ci est beaucoup trop jeune pour être dangereux. Se souvenant des paisibles trans qu'il a rencontrés dans la région natale de Roxy, Rudéus autorise finalement Aïcha à le garder. Comprenant que son frère était réellement inquiet pour elle, Aïcha lui murmure que son secret du sous-sol restera bien gardé, puis elle enlace joyeusement Roxy. Roxy, qui ignore totalement les dangereuses informations dissimulées, demande de quoi le frère et la sœur parlaient. Rudéus note plus tard dans son journal que la famille a adopté un tran comme animal de compagnie, et l'a baptisé Beat. Rudéus et Cliff poursuivent ensuite l'examen des écailles d'hydre que Guise a récupérées dans le labyrinthe. Il confirme que cette matière est connue sous le nom de pierre d'absorption magique. Elle peut neutraliser les sorts, détruire les barrières et désagréger les objets constitués de mana. Cette découverte explique comment l'hydre effaçait sans cesse les attaques magiques du groupe pendant leur combat. Cliff juge ce matériau extrêmement problématique, tandis que Rudéus commence immédiatement à réfléchir à la manière dont il pourrait être transformé en équipement de protection. Il pense d'abord qu'il n'est pas nécessaire de se presser, car aucune menace immédiate ne pèse sur le foyer. Puis il change d'avis. Les ennuis peuvent apparaître sans prévenir, et, depuis la mort de Paul, Rudéus refuse de risquer de perdre un autre membre de sa famille, parce qu'il n'aurait pas pris ses précautions à l'avance. Dans la salle de recherche, Zanoba et Julie présentent les résultats du démontage de la poupée automatique. En son centre se trouve un grand noyau magique. Tout le monde supposait initialement qu'il avait été taillé dans un unique cristal gigantesque, mais une inspection plus poussée révèle qu'il a été assemblé à partir de nombreuses petites pierres magiques. Des cercles magiques complexes ont été gravés sur la surface de chacune d'elles. Cette structure pourrait complètement transformer la compréhension actuelle des outils magiques. Plusieurs petites pierres peuvent apparemment fonctionner comme un seul noyau puissant si elles sont reliées avec une précision suffisante. Julie révèle ensuite un projet personnel, une figurine représentant un guerrier chauve armé d'une lance, qui ressemble exactement à Ruigerd. Zanoba félicite fièrement son élève et, malgré son évident manque d'objectivité, affirme que la sculpture est comparable au travail de Rudéus. Rudéus reconnaît qu'il s'agit de la meilleure œuvre produite par Julie jusqu'ici. Il lui conseille de ne pas se précipiter et de se concentrer sur une progression régulière. Le développement de Julie rapproche également leur projet visant à améliorer la réputation de la race des supers de sa réussite. Rudéus invite Zanoba et Julie à dîner afin qu'ils puissent rencontrer Lucie. La salle à manger est animée ce soir-là et le bébé devient immédiatement le centre de l'attention, presque tout le monde voulant avoir la chance de la prendre dans ses bras. Le lendemain, Rudéus coince Roxy dans un couloir bondé de l'académie. Il tient sa manche et la supplie sans cesse d'accepter. Juste une fois. Il insiste sur le fait que cela leur sera utile à tous les deux. Cela pourra sembler désagréable ou épuisant au début, mais deviendra extrêmement précieux à l'avenir. Roxy a déjà refusé, pourtant Rudéus continue de la supplier. Pour tous les étudiants qui passent à proximité, la conversation paraît profondément suspecte. Quelqu'un finit par signaler à l'administration que Rudéus harcèle agressivement une jeune élève. Luc et Sylphie arrivent rapidement, prêts à s'occuper du mari problématique de Sylphie. Ils comprennent alors que la prétendue élève est en réalité Roxy. Luc disperse la foule et laisse Sylphie régler cette affaire familiale. Rudéus est surpris que quelqu'un ait pris son épouse pour une étudiante. Mais l'apparence juvénile de Roxy rend le malentendu compréhensible. Surtout que peu de personnes savent qu'elle a récemment rejoint l'académie comme instructrice. Une fois tout le monde parti,
Sylphie rappelle sérieusement à Rudéus que le mariage ne lui donne pas le droit de continuer à faire pression sur quelqu'un après un refus. Rudéus remarque son expression contrariée et s'en réjouit étrangement, car Sylphie montre rarement de la jalousie à son égard. Il lui assure qu'il n'a aucune intention de la négliger et propose qu'ils le fassent tous les trois, Roxy pouvant le renseigner à tous les deux. La vérité apparaît seulement à ce moment-là. Rudéus ne demandait rien d'intime. Il voulait que Roxy lui enseigne, ainsi qu'à Sylphie, la magie de l'eau de Ranroi. Le malentendu se termine donc par l'organisation d'un cours privé de magie. Malgré cela, l'avertissement de Sylphie reste valable. Rudéus ne doit pas laisser son enthousiasme se transformer en pression lorsqu'une personne lui a déjà dit non. Le cours pratique se déroule à l'extérieur de la ville. Rudéus, Roxy et Sylphie chevauchent Matsukaze à travers les champs. Leur conversation à propos des chevaux rappelle à Roxy Caravaggio, la monture qui transportait autrefois la professeure et son élève lorsqu'elle travaillait comme tutrice au village de Buena. À l'époque, Rudéus était encore un enfant et n'avait pas encore rencontré Sylphie. Ce même ancien élève chevauche désormais aux côtés de sa première professeure et de son ami d'enfance. La campagne environnante ressemble elle aussi à leur ancien foyer, faisant remonter en silence les souvenirs des années paisibles qui ont précédé la catastrophe de téléportation. Ils atteignent un champ ouvert où se trouve une ancienne structure de pierre. Roxy reprend immédiatement l'attitude sérieuse d'une enseignante. Une fois qu'elle accepte un élève, elle a l'intention de lui enseigner correctement jusqu'au bout. L'objectif du jour est le sort d'eau de Ranroi appelé Foudre. Leur cible est un arbre éloigné. Roxy lève son bâton et commence son incantation. Du mana bleu se rassemble autour d'elle tandis que le ciel clair disparaît rapidement derrière des nuages noirs. Des vents puissants balayent le champ. La pluie commence à tomber et l'électricité serpente entre les nuages. Lorsque le sort est prêt, Roxy dirige la foudre accumulée vers sa cible. Une lumière blanche engloutit le paysage, tandis que le tonnerre et la pression déchirent le sol. Les nuages se dispersent ensuite et la lumière du soleil revient presque aussi rapidement que la tempête était apparue. Roxy confirme que le sort a réussi et demande à Rudéus s'il a tout observé clairement. Le soulagement visible sur son visage montre que même elle ne peut pas lancer foudre avec désinvolture. Malgré son rang de reine de l'eau, Roxy peut encore échouer et doit se concentrer pleinement à chaque tentative. Rudéus prend le bâton et essaie immédiatement de reproduire le sort. Il n'effectue aucun exercice intermédiaire et s'appuie uniquement sur ce qu'il vient d'observer. Des nuages sombres se rassemblent de nouveau. Le vent et la pluie recouvrent la région, obligeant Roxy et Sylphie à se tenir l'une près de l'autre face à la tempête. L'énergie électrique se condense lentement en une masse étincelante. Enfin, les éclairs contenus dans les nuages fusionnent en un gigantesque pilier qui s'abat sur la terre, laissant des creux et des marques calcinées autour du point d'impact. Rudéus réussit à lancer foudre dès sa première tentative. Roxy observe silencieusement l'élève, qu'elle avait autrefois dû conduire par la main au-delà du portail de sa propre maison. Des larmes apparaissent dans ses yeux lorsqu'elle confirme qu'il est officiellement devenu un roi de l'eau. Sa fierté s'accompagne d'une légère frustration. Roxy peut encore échouer une fois sur 5, tandis que Rudéus a appris le sort après l'avoir vu l'exécuter une seule fois. Ce sentiment n'est pas de la rancœur. C'est l'émotion complexe d'une enseignante ravie de la réussite de son élève, tout en prenant conscience que son talent a déjà surpassé le sien. Sur le chemin du retour, sous le ciel du soir, Roxy reconnaît que sa vie actuelle lui paraît parfois être un rêve. En seulement 6 mois, elle s'est échappée du labyrinthe, a épousé la personne qu'elle aimait, est devenue professeure à l'académie et a rejoint une grande famille attentionnée. Tout s'est produit si rapidement qu'elle s'est brièvement demandé si elle n'était pas encore piégée sous le labyrinthe, en train de vivre une dernière illusion heureuse avant de mourir. Roxy ne croit pas réellement que le monde qui l'entoure soit faux. C'est simplement la seule manière dont elle peut décrire à quel point il lui semble incroyable de voir des espoirs lointains devenir soudain réalité. Malgré son bonheur, elle se sent toujours coupable d'avoir pénétré dans le mariage de Rudéus et Sylphie. Du point de vue de cette dernière, Roxy craint d'apparaître comme la femme ayant perturbé une famille paisible. Sylphie rejette immédiatement cette idée. Elle est sincèrement heureuse d'être devenue proche de Roxy et reconnaît même que, si toutes les deux avaient dû rivaliser directement pour l'affection de Rudéus, elles n'auraient peut-être pas gagné. Sylphie pense avoir simplement eu la chance de retrouver Rudéus et de pouvoir le soutenir pendant l'une des périodes les plus sombres de sa vie. En les écoutant toutes deux minimiser leur propre importance, Rudéus comprend qu'il est le véritable privilégié. Roxy a été la première personne à le conduire hors de la maison qui avait emprisonné son enfance et à l'aider à vaincre sa peur du monde extérieur. L'acceptation et la gentillesse de Sylphie sont les fondations qui permettent à leur famille actuelle de vivre ensemble en paix. Sans l'une ou l'autre, Rudéus n'aurait jamais obtenu le foyer qu'il est maintenant déterminé à protéger. Il comprend également qu'il ne suffit pas de dire qu'il les chérira. Une promesse n'a de valeur que lorsqu'elle est prouvée par des actes. Sous la lumière du soir qui se répand sur les champs, Rudéus fait silencieusement le serment de protéger Roxy, Sylphie et chacun des membres de sa famille. Rudéus part à la recherche de Cliff,
mais ne trouve qu'Elinalys dans sa chambre. Elle explique que Cliff est très occupé par les préparatifs de leur mariage, ce qui signifie que la demande faite à Begary va enfin devenir réalité. Remarquant que la future mariée semble inhabituellement mécontente, Rudéus lui demande ce qui la tracasse. Elinalys se plaint que Cliff a été tellement occupé ces derniers temps qu'ils n'ont presque pas eu de moment d'intimité tous les deux. Bien qu'elle prétende avoir renoncé à son ancien mode de vie, son énergie reste apparemment aussi puissante que jamais. Elle suggère alors que Rudéus pourrait se rapprocher davantage de Sylphie et de Roxy en même temps. Il s'y oppose immédiatement, craignant qu'une décision imprudente ne détruise le fragile équilibre entre ses deux épouses. Rudéus sait qu'il devrait ignorer un conseil aussi dangereusement tentant, même si une petite part de lui y est clairement intéressée. Elinalys propose d'aider Sylphie et Roxy à se sentir à l'aise avec cette idée. En échange, Rudéus doit rapporter d'Azura une herbe médicinale rare que Cliff pourra utiliser après le mariage. Elinalys se réjouit déjà de voir si son mari, habituellement si sérieux, pourra devenir un peu plus passionné. Rudéus s'agenouille aussitôt et lui demande sincèrement son aide, promettant de trouver cette herbe par tous les moyens. Le jour du mariage arrive enfin. Dans l'église de Milly, Cliff se tient devant l'autel tandis qu'Elinalys entre vêtue d'une magnifique robe blanche. Devant toute la famille de Rudéus, Cliff jure de l'aimer pour le reste de sa vie. Elinalys promet que tant qu'elle vivra, elle continuera de marcher aux côtés de son mari. Les deux échangent des jetons cérémoniels selon la tradition de Milly. Elinalys marche accidentellement sur le pied du marié et s'excuse rapidement, ajoutant une touche de désordre à une cérémonie par ailleurs magnifique. Après avoir prononcé leurs vœux, ils s'embrassent sous la lumière qui inonde le sanctuaire. Une femme qui croyait autrefois ne jamais pouvoir mener une vie ordinaire a enfin trouvé quelqu'un prêt à lui tenir la main et à avancer à ses côtés. À l'extérieur de l'église, Norn et Escha discutent avec enthousiasme de la robe de mariée. Rudéus se rend compte qu'il est tout à fait naturel de rêver d'une cérémonie en bonne et due forme, alors que sa propre famille suit rarement un chemin conventionnel. Son mariage avec Sylphie et la décision d'accueillir Roxy dans le foyer se sont tous deux produits dans des circonstances difficiles et précipitées. Malgré cela, le foyer qu'ils ont bâti est ce qu'il tient désormais le plus à protéger. Rudéus demande à Roxy si elle aimerait avoir sa propre cérémonie de mariage. Le peuple migrant n'a pas cette tradition, et les deux n'ont jamais accompli de rituel officiel. Roxy dit que ce n'est pas nécessaire, mais l'attente dans ses yeux suggère le contraire. Rudéus se penche, l'embrasse sur le front et la complimente avec le plus grand sérieux. Sylphie exige immédiatement le même traitement, l'obligeant à l'étreindre en pleine rue. Norn réprimande son frère pour son manque de retenue en public, mais Rudéus répond en l'embrassant elle aussi sur le front. Escha se précipite joyeusement pour le serrer dans ses bras. Lilia lui rappelle qu'elle a déjà 11 ans et qu'elle devrait se comporter plus calmement, mais Norn la défend, disant que les membres d'une même famille n'ont pas besoin d'être aussi formels entre eux. Entendre le chiffre 11 fait s'arrêter Rudéus. Il réalise que Norn et Escha n'ont jamais reçu les cadeaux traditionnels marquant leur 5e et 10e anniversaire. L'incident de téléportation a dispersé la famille et leur a volé des années qu'ils auraient dû passer ensemble. Rudéus se souvient que Paul avait promis qu'une fois la famille réunie, ils organiseraient une immense fête. Peu après, le festival des récoltes débute à Sharia. Rudéus emmène Sylphie et Roxy faire des courses, tout en préparant secrètement une fête surprise pour Norn et Escha. Il veut que les filles comprennent que leurs journées importantes sont toujours dans les mémoires, même si la célébration arrive avec un an de retard. Tous trois visitent une boutique d'objets magiques et découvrent un pot capable de tout congeler une fois qu'on lui fournit du mana. Sylphie pense que cela conviendrait parfaitement à Escha. Choisir quelque chose pour Norn est plus difficile, car la plupart de ses intérêts tournent autour des armures, des épées et des chevaux. Pendant qu'elle aide à choisir les cadeaux, Roxy avoue qu'elle souhaite se rapprocher de Norn. La sortie shopping devient peu à peu agréable pour tous les trois, Rudéus et Sylphie aidant même Roxy à choisir de nouveaux vêtements. Le soir venu, Rudéus les conduit vers une chambre d'hôtel qu'il avait réservée à l'avance, révélant l'autre but de cette sortie. Sylphie reconnaît qu'il s'agit de l'endroit recommandé par Elinalys, tandis que Roxy comprend elle aussi ce que Rudéus espère depuis un moment. Il a demandé à Lilia de veiller sur Lucie. Sylphie s'inquiète encore un peu que les deux parents soient absents en même temps, mais elle sait que leur fille est parfaitement en sécurité avec Lilia. Avant d'entrer, Sylphie demande une dernière fois à Roxy si elle est vraiment à l'aise à l'idée que tous trois passent la nuit ensemble. Roxy confirme calmement qu'elle s'y est préparée. Ce n'est qu'après avoir reçu ce clair accord qu'elle franchisse la porte, et le reste de la soirée demeure respectueusement en dehors du récit. Le lendemain, les cadeaux sont secrètement cachés dans tout le manoir. Sylphie, Lilia et les autres commencent à décorer, tandis que Rudéus est chargé d'emmener Norn et Escha à l'extérieur pour qu'elles ne découvrent pas la fête. Il demande à Roxy de les accompagner, car cette sortie a également un autre but. Norn se sent encore un peu mal à l'aise avec la nouvelle épouse de son frère, tandis que Roxy souhaite sincèrement se rapprocher d'elle. Une paisible partie de pêche pourrait leur offrir une occasion naturelle de discuter. Dès qu'Escha reçoit une canne à pêche, elle annonce avec enthousiasme que c'est la première fois qu'elle pêche et met Rudéus au défi de voir qui en attrapera le plus. Le perdant devra obéir à une demande du gagnant. Rudéus accepte immédiatement. Son expérience laisse peut-être à désirer, mais sa dignité d'aîné ne peut être abandonnée. Tandis que la compétition commence, Norn a du mal car elle ne sait pas préparer sa ligne. Roxy s'approche doucement, lui montre comment fixer un verre à l'hameçon,
choisit un endroit ombragé sous les arbres et lui apprend à observer patiemment la surface de l'eau. Norn reste d'abord hésitante, mais Roxy la guide naturellement sans exercer de pression et la félicite à plusieurs reprises pour ses progrès. La jeune fille commence peu à peu à se détendre. Roxy explique que durant ses années de voyage en solitaire, elle devait souvent trouver elle-même sa nourriture, si bien que les techniques de survie en extérieur lui sont devenues une seconde nature. Norn se souvient de son voyage avec Ruyard, capable d'attraper 3 poissons d'un seul coup en lançant sa lance dans l'eau. Partager ces souvenirs rend la distance entre elles beaucoup plus petite. À cet instant, le flotteur de Norn est brusquement tiré sous l'eau. Le poisson se débat si violemment qu'elle manque de lâcher la canne. Roxy se place aussitôt derrière elle, lui tient les mains et lui répète sans cesse de continuer à tirer, de ne jamais abandonner. Toutes deux utilisent toute leur force et finissent par tomber ensemble dans l'herbe, envoyant voler le chapeau de Roxy. Malgré cela, Norn réussit à ramener le gros poisson sur la rive. Elle annonce fièrement que c'est le premier poisson qu'elle attrape toute seule, et Roxy sourit tout aussi joyeusement. En les regardant célébrer ensemble, Rudéus réalise que leur relation a enfin commencé à évoluer. Malheureusement, le concours de pêche entre lui et Escha tourne à l'humiliation complète. Escha continue de sortir des poissons de l'eau et attrape bientôt son 3e, tandis que le panier de Rudéus reste désespérément vide. Elle commence à réfléchir à l'ordre qu'elle donnera une fois victorieuse, songeant même à faire pencher son frère vers elle pour qu'il lui dise à quel point elle est adorable. Refusant d'être si totalement vaincue par sa petite sœur, Rudéus décide de restaurer son honneur. Il tire sur sa canne avec une force considérable, ne réussissant qu'à faire décoller une vieille botte dans les airs. Il tente tout de même de se défendre en affirmant que débarrasser le lac des déchets fait partie du devoir d'un pêcheur responsable. Escha lui demande pourquoi il refuse de prendre le concours au sérieux. Rudéus lui demande de fermer les yeux, puis crée un petit nuage sombre au-dessus du lac. C'est le résultat d'expériences menées après que Roxy lui a enseigné la foudre. Au lieu de créer des nuages sur une vaste zone, il compresse cette même énorme quantité de mana dans un espace restreint, ce qui lui permet de contrôler à la fois la zone de la décharge électrique et son intensité. C'est un développement pratique de la leçon qu'il a apprise auparavant. La foudre frappe le lac et l'électricité se répand sur la surface jusqu'à ce qu'un banc de poissons entiers flotte à la surface. Rudéus récupère le résultat et annonce fièrement sa victoire. Escha proteste immédiatement, affirmant qu'utiliser la magie pour pêcher est clairement de la triche. Roxy le traite également d'enfantin, mais Rudéus brandit joyeusement sa pile de poissons comme si la simple quantité suffisait à mettre les règles de son côté. Cette nouvelle variante de la foudre n'a encore aucun nom propre et n'est peut-être pas encore utile au combat réel, mais elle a permis à un grand frère totalement vaincu de renverser la compétition grâce à une catastrophe naturelle soigneusement maîtrisée. Sur le chemin du retour, Escha demande combien de poissons Norn a attrapé. Norn répond fièrement qu'elle a pêché un gros poisson grâce au conseil de Roxy. Escha s'accroche aussitôt à Roxy et lui demande de lui apprendre la prochaine fois. Norn fait remarquer qu'Escha a déjà attrapé plus de poissons qu'elle, ce qui pousse les deux sœurs à se disputer pour savoir qui mérite la première leçon. Prise entre les deux, Roxy ne peut que répondre maladroitement avant de promettre de leur apprendre à toutes les deux ensemble. En marchant derrière elle et en les regardant discuter si naturellement toutes les trois, Rudéus sourit. La femme qui n'était autrefois que son professeur fait désormais véritablement partie du quotidien de toute sa famille. Lorsque les portes du manoir s'ouvrent, Norn et Escha sont accueillis par des pétales de fleurs et de bruyants vœux d'anniversaire. Les deux filles sont d'abord perplexes puisqu'elles ont déjà 11 ans, mais Sylphie explique que la famille n'avait pas pu célébrer leurs 10 ans. Rudéus estime qu'un an de retard vaut toujours mieux que de laisser l'occasion disparaître complètement. La pièce est décorée de guirlandes et de rubans, tandis que la table est chargée de nourriture et de cadeaux. La fête célèbre leur 11e anniversaire tout en rattrapant le 10e qu'elles avaient manqué. Rudéus lève sa coupe et rappelle que cette année se sont écoulées depuis l'incident de téléportation de Heftoa. Après d'innombrables séparations et pertes, les membres survivants de la famille peuvent enfin s'asseoir autour de la même table. Paul n'est plus, et personne ne sait si Zénith se rétablira un jour complètement. Ses blessures ne peuvent être effacées par une seule célébration. Cependant, s'ils restaient à jamais prisonniers de leur chagrin, Paul ne pourrait jamais reposer en paix. Roxy ajoute doucement que ceux qui sont partis souhaiteraient certainement qu'ils profitent des retrouvailles pour lesquelles ils se sont embattus. Rudéus se souvient de la promesse qu'il a faite à son père. Lorsque la famille rentrerait, ils organiseraient la plus grande célébration possible. Aujourd'hui, il choisit d'honorer cette promesse, non pas pour oublier Paul, mais pour prouver que ceux qui sont encore en vie continuent d'avancer. Tout le monde lève sa coupe et la fête commence dans les rires. L'épée de Paul se dresse avec respect derrière eux. Il n'occupe plus de chaise à table, mais il demeure présent dans leurs souvenirs et dans la raison pour laquelle il continue de protéger ce foyer. Après le repas, Roxy et Sylphie apportent les cadeaux préparés par Rudéus et les autres adultes. Escha reçoit une paire de hautes bottes doublées d'un tissu chaud, tandis que Norn reçoit un manteau d'hiver sombre bordé de fourrure au col et aux manches. Les yeux des deux filles s'illuminent aussitôt de bonheur. Norn promet que la prochaine fois, elle portera ce manteau et sortira avec Zénith. Cette simple phrase adoucit l'expression de sa mère. Zénith ne peut plus répondre comme autrefois, mais même cette petite réaction prouve que les émotions en elle n'ont pas totalement disparu. Lilia présente ensuite 2 mouchoirs aux couleurs vives, brodés de fleurs.
Elle explique qu'elle et Dame Zénith les ont préparés pour Norn et Esha. Norn la remercie joyeusement. Esha se fige et demande si elle a vraiment le droit d'en recevoir un elle aussi. Lilia confirme que bien sûr, car Esha est également la fille de Maître Paul. La place au sein de la famille qu'Esha a toujours désirée sans jamais oser la demander vient enfin d'être exprimée à voix haute. Elle tient le cadeau et se met à pleurer, non pas parce que le mouchoir lui-même a de la valeur, mais parce que son appartenance à la famille vient d'être reconnue. Lilia s'agenouille alors devant Zénith, conservant encore les manières respectueuses d'une servante, et demande à sa maîtresse de continuer à veiller sur elle. La frontière entre maîtresse et servante que Lilia a portée pendant tant d'années ne peut disparaître instantanément. Zénith ne dit rien, mais pose doucement sa main sur celle de Lilia. Elle répond par un geste discret mais sans équivoque. Lilia la remercie les larmes aux yeux, tandis qu'Esha reste à leur côté, tenant le mouchoir tout contre elle. Ce moment silencieux referme la distance entre les femmes de la famille Grera plus efficacement que n'importe quelle longue explication. Alors que la fête se poursuit, Rudéus et Sylphie s'approchent de Roxy avec un autre cadeau emballé, la félicitant pour son mariage avec Rudéus. Roxy, gênée, demande pourquoi Sylphie lui offrirait quelque chose. Sylphie admet que sans avoir rencontré Rudéus, elle n'aurait peut-être jamais survécu ni trouvé la vie qu'elle mène aujourd'hui. Leurs retrouvailles ont transformé son avenir. C'est pourquoi Sylphie est également reconnaissante qu'une autre personne puisse contribuer à améliorer la vie de Rudéus. Sylphie ne prétend pas que tous les sentiments en jeu sont simples. Cependant, elle ne veut pas que Rudéus rejette les sentiments de quelqu'un qu'il aime sincèrement, ne serait-ce que pour elle. Puisque Rudéus a choisi de rendre son amour à Roxy, Sylphie souhaite qu'ils continuent tous les trois à avancer ensemble. Elle propose qu'à partir de maintenant, elle et Roxy vivent l'une aux côtés de l'autre comme Zénith et Lilia l'ont fait autrefois, élevant la famille ensemble, se soutenant mutuellement, et veillant à ce que personne ne reste à l'écart de leur foyer. Roxy serre le cadeau contre sa poitrine, les yeux rougis par l'émotion. Ce qui compte le plus n'est pas l'objet lui-même, mais la décision de Sylphie de la reconnaître comme une épouse et un membre à part entière de la famille. Roxy la remercie doucement et prend la main de Sylphie. Ce n'est pas la promesse que tout sera toujours facile. C'est le véritable commencement d'une relation que les deux femmes ont choisi de construire par la patience et la compréhension mutuelle. La fête reprend son animation. Roxy plaisante avec Norn et Esha, Zénith tient Lucie dans ses bras, et tout le monde se rassemble autour du bébé. En observant cette scène, Rudéus pense que c'est peut-être exactement ce que Paul aurait toujours voulu. Il se souvient de son propre 5e anniversaire, quand Paul, Zénith, Lilia et Roxy étaient tous encore à ses côtés. Ce souvenir ne provoque plus seulement de la tristesse. Il lui rappelle aussi de protéger les moments ordinaires tant qu'il en a encore la chance. Rudéus promet à Norn et Esha que lorsqu'elles auront 15 ans, toute la famille organisera une autre immense fête. L'ancienne promesse faite à quelqu'un qui n'est plus se transforme en une nouvelle promesse pour ceux qui sont encore en vie. Après la fête d'anniversaire tardive de Norn et Esha, le foyer Grera connaît enfin plusieurs jours paisibles. Lucie vient tout juste d'apprendre à sourire, et elle est déjà devenue le centre de toute la famille. Rudéus soulève sa fille dans les airs et répète sans cesse qu'elle est aussi adorable qu'un ange. Après tant d'années séparées de sa famille, ce simple bonheur lui paraît plus précieux que n'importe quel trésor. Suzanne vient leur rendre visite de façon inattendue. Elle a du mal à croire que l'homme devant elle est le même aventurier morose qu'elle a connu jadis dans les territoires du Nord. Suzanne explique que Kuntearo s'est dissoute peu après le départ de Rudéus. La perte d'un autre membre a rendu trop difficile la poursuite de missions dangereuses. Suzanne a fini par épouser Timothy et s'est peu à peu retirée de l'aventure, tandis que Sarah a continué à exercer ce métier. Dès que Rudéus entend ce nom, son expression se fige. Suzanne lui rappelle simplement que les aventuriers peuvent mourir à tout moment. S'il a encore quelque chose à dire, il ne devrait pas attendre qu'il soit trop tard. Rudéus insiste cependant qu'il ne reste rien de non résolu entre eux. À cet instant, Lucie se met à pleurer, et Lilia amène Zénith dans la pièce. Bien que Zénith ne puisse plus communiquer normalement, elle manifeste un intérêt particulier pour sa fille. Rudéus rapproche Lucie, espérant que les deux puissent se familiariser l'une avec l'autre. Zénith se contente d'abord d'observer en silence. Mais lorsque les pleurs de Lucie s'intensifient, elle comprend que l'enfant a faim avant même que Rudéus ou Lilia ne s'en aperçoivent. Incapable de l'exprimer par des mots, elle utilise son regard et ses réactions pour se faire comprendre. Lilia emmène rapidement Lucie pour la nourrir. Cela ne prouve pas que les souvenirs de Zénith sont revenus, mais sa capacité à reconnaître les besoins d'un enfant qui pleure montre que ses émotions et ses instincts ne se sont jamais complètement éteints. Ce petit signe suffit à donner à Rudéus l'espoir que sa mère retrouve peu à peu son chemin. Peu après, Rudéus et Roxy sont convoqués pour une mission d'escorte de la princesse Ariel. Sylphiette, Luc et une chevalière nommée Grèce attendent déjà au point de rendez-vous. Sylphiette présente Rudéus et Roxy comme un renfort supplémentaire, car le voyage impliquera non seulement les gardes royales, mais aussi la troupe d'aventurières entièrement féminine Amazon SS. Grèce réagit froidement, voulant s'assurer que ses nouveaux membres sauront coopérer avec le reste du groupe. Lorsqu'Amazon SS arrive, une voix familière fige Rudéus sur place. Parmi elles se trouve Sarah, son ancienne amoureuse. Elle le reconnaît immédiatement, pourtant ni l'un ni l'autre ne parle. Les souvenirs reviennent tous d'un coup. Leur mission avec Kuntearo, la manière progressive dont Sarah avait ouvert son cœur à lui, et la nuit où leur relation s'était effondrée, juste au moment où elle allait progresser,
à cause de l'état psychologique de Rudéus et des paroles cruelles qui avaient suivi. Rudéus avait cru qu'ils ne se reverraient jamais. Maintenant, par un revirement inattendu du destin, ils font partie de la même mission d'escorte. Aucun des deux n'évoque le passé, mais le malaise entre eux est impossible à dissimuler. Le groupe pénètre dans une forêt enneigée, où des monstres ressemblant à des ours blancs surgissent soudain de plusieurs directions. Les combattants au corps à corps d'Amazon SS retiennent la première créature tandis que Sarah et les autres archères se mettent en position. Roxy commence calmement à lancer un sort. Des flammes jaillissent et balaient la neige, engloutissant la zone devant et les mettant fin à l'attaque en quelques instants. Rudéus confirme que personne n'a été blessé, et ceux qui doutaient auparavant des capacités de Roxy ne peuvent plus les remettre en question. Pendant une pause sous les racines d'un immense arbre ancien, les membres d'Amazon SS n'arrêtent pas d'interroger Roxy sur sa magie. Elles avaient entendu des rumeurs selon lesquelles une instructrice de l'université de magie avait aidé à vaincre le labyrinthe de téléportation, mais ce n'est qu'après avoir vu sa puissance directement qu'elle croit pleinement ces histoires. Roxy devient gênée par tous ces éloges, tandis que Rudéus se tient à ses côtés, visiblement fier. Il annonce qu'elle est son professeur, rendant son admiration évidente pour tout le monde. Puisque Roxy et les combattants de première ligne se sont occupés de la majeure partie du combat, Rudéus se porte volontaire pour préparer la nourriture avant le retour d'Ariel. Sarah est légèrement surprise, mais accepte de l'aider. Tous deux travaillent ensemble sans difficulté, bien que leur histoire personnelle reste intacte. Luke demande à Ariel si elle est au courant de ce qui s'est passé entre eux. La princesse répond qu'elle connaît la situation dans les grandes lignes et continue d'observer en silence. Autour du feu, Sarah se sent rapidement à l'aise avec Roxy et lui demande même des conseils magiques supplémentaires pour le reste du voyage. Rudéus reste assis à proximité sans savoir comment engager la conversation. Sylphiette remarque le malaise de son mari et lui dit doucement qu'il devrait au moins parler à quelqu'un qu'il a connu autrefois. Rudéus réalise qu'il ne peut plus continuer à éviter la situation. À cet instant, Ariel entend dire qu'un fruit jaune pousse quelque part dans la forêt et annonce qu'elle aimerait le goûter. Sarah se porte volontaire pour aller en cueillir, mais les autres estiment qu'elle ne devrait pas s'aventurer seule plus loin dans les bois. Ariel ordonne donc à Rudéus de l'accompagner. Ce qui ressemble à une simple recherche de fruits crée le moment d'intimité que tous deux évitaient depuis leur retrouvaille. Que Ariel l'ait planifié ou non, Rudéus décide d'affronter le passé. Au début, il ne parle que d'aventure. Sarah confirme que Kuntearo s'est dissoute. Suzanne a épousé Timothy et s'est retirée, tandis que Patrice est retournée au royaume du Sura car elle voulait devenir soldat. Sarah est passée d'une troupe à l'autre, mais trouver un groupe stable est devenu plus difficile après avoir atteint un rang plus élevé. Amazon SS est la première troupe entièrement féminine qu'elle ait rejointe, et sa composition la rend adaptée aux missions d'escorte. Ces sujets neutres réduisent peu à peu la distance entre eux. Rudéus grimpe à un arbre pour cueillir le fruit, tandis que Sarah attend en bas pour le rattraper. L'atmosphère semble s'alléger jusqu'à ce que Sarah mentionne avoir entendu dire que Rudéus est marié, a un enfant, et vit désormais avec 2 épouses. Rudéus s'excuse aussitôt par habitude, mais c'est Sarah qui s'incline la première. Sarah avoue qu'elle a toujours voulu s'excuser auprès de Rudéus. Ce n'est qu'après la fin de leur relation qu'elle a appris que son état à l'époque avait été causé par un traumatisme psychologique grave. Elle avait cru qu'il la rejetait et l'humiliait, ne voyant que sa propre douleur, et avait répondu par des paroles cruelles envers quelqu'un déjà trop brisé pour se défendre. Si elle avait été plus mature, elle aurait peut-être compris que Rudéus n'avait jamais eu l'intention de l'insulter. Il était encore écrasé par la blessure émotionnelle laissée par Aéris. Rudéus demande à Sarah de s'asseoir à ses côtés et admet qu'il porte lui aussi sa part de responsabilité. Après la disparition d'Aéris, il avait cru que la personne qui comptait le plus pour lui l'avait abandonné. Quand Sarah lui avait montré de l'affection, Rudéus avait espéré que s'engager avec elle l'aiderait à oublier Aéris. Il tenait à Sarah, mais ses sentiments n'étaient pas assez sincères pour être appelés amour. Quand la relation avait échoué, il avait dit des choses terribles pour se protéger, forçant Sarah à supporter les conséquences d'une blessure qu'elle n'avait jamais causée. Pour la première fois, ils peuvent voir toute la situation clairement. Sarah croyait avoir été personnellement rejetée, tandis que Rudéus croyait qu'on le détestait et l'abandonnait de nouveau. Aucun des deux n'était prêt pour une relation, et chacun avait involontairement aggravé les peurs les plus profondes de l'autre. Sarah remarque à quel point Rudéus a changé. Il peut désormais exprimer calmement des sentiments qu'il gardait autrefois enfouis. Rudéus admet qu'à l'époque, il avait trop peur d'être blessé à nouveau pour se rapprocher de quiconque. Sarah demande si la jeune fille aux cheveux blancs aux côtés d'Ariel est Sylphiette, puis s'informe au sujet de Roxy. Rudéus confirme que Sylphiette est sa première épouse, tandis que Roxy est à la fois son professeur de magie et sa seconde épouse. Sylphiette est restée patiemment à ses côtés et a rassemblé le courage de l'aider à guérir de son état. Plus tard, quand Paul est mort dans le labyrinthe, Rudéus est retombé dans le désespoir et a perdu tout sens de direction. Roxy est restée avec lui, l'a réconforté et l'a aidé à continuer à vivre. Sarah comprend que les deux femmes sont entrées dans la vie de Rudéus lors de ses moments les plus sombres. Rudéus précise clairement qu'il n'a pas épousé Sylphiette et Roxy par simple gratitude. Toutes deux l'aiment, mais plus important encore,
il les aime réellement et veut bâtir une famille avec elles. C'est la plus grande différence entre ses relations actuelles et ce qui s'était passé avec Sarah. Sarah admet qu'elle n'aurait probablement pas pu faire ce que Sylphiette ou Roxy ont fait. Elle déclare ensuite clairement que ses sentiments amoureux ont pris fin le jour où leur relation s'est effondrée. Elle ne s'excuse pas parce qu'elle souhaite renouer avec lui, ni parce qu'elle veut rouvrir le passé. Elle a simplement besoin de clore une relation qui s'est terminée sur un malentendu. Désormais, Rudéus peut la considérer comme une ancienne compagne. Il accepte. Le poids qui pesait entre eux depuis des années se libère enfin. Leur romance ne recommence pas. Deux personnes ont plutôt suffisamment mûri pour reconnaître qu'elles se sont blessées mutuellement autrefois. Pendant le trajet du retour, le groupe rencontre d'autres monstres. Un ours blanc renverse l'un des guerriers de première ligne dans la neige, et un arbre monstrueux fait soudain tournoyer une branche vers Roxy. Elle est projetée dans les airs, mais Rudéus se précipite aussitôt pour rattraper sa femme avant qu'elle ne touche le sol. Il la met en sécurité avant de contre-attaquer. Un projectile de pierre tournoyant à grande vitesse frappe le tronc de la créature, le transperçant d'un trou circulaire et incandescent, éliminant la menace. Sarah observe depuis l'arrière. La façon dont Rudéus protège Roxy révèle clairement la place qu'elle occupe dans sa vie. Lorsque le groupe atteint la porte de la ville, leur mission commune touche à sa fin. Ariel et les autres promettent de se revoir, tandis qu'une des aventurières serre Roxy dans ses bras et la supplie de rejoindre Amazon SS pour continuer à leur enseigner la magie. Roxy la remercie mais refuse. Elle est satisfaite de son poste d'enseignante, de ses recherches et de sa vie de famille actuelle. L'aventurière plaisante en disant que les maris n'ont besoin que d'une attention occasionnelle, avant que ses compagnes ne l'entraînent au loin. Quand Sarah et Rudéus se disent au revoir, elle lui souhaite bonne chance et l'avertit sérieusement que, peu importe à quel point il est proche de ses épouses, il ne doit jamais la comparer à elle. Rudéus se trouble mais promet de s'en souvenir. Sarah pose une main contre sa poitrine pour appuyer cet avertissement, puis se retourne et s'éloigne. Cette fois, personne n'est en colère et personne ne s'enfuit. Ils peuvent suivre des chemins séparés sans porter de rancune. Sur le chemin du retour, Roxy demande si des adieux aussi simples suffisaient vraiment. Elle et Sylphiette deviennent alors curieuses de savoir quel type de femme Rudéus a tendance à aimer. Rudéus réalise qu'il accorde souvent une importance particulière aux femmes qui l'ont sauvé du désespoir. Roxy l'a aidé à surmonter sa peur du monde extérieur, tandis que Sylphiette l'a sorti de son effondrement émotionnel à Rinoa. Les deux femmes lui demandent aussitôt si cela signifie qu'elles sont spéciales pour lui. Rudéus répond sans hésiter que oui. Pour rassurer Sylphiette, il promet également qu'il n'épousera personne d'autre. Au moment où il le dit, cependant, Aerys apparaît dans ses pensées. Il croit toujours qu'elle l'a abandonné après la nuit qu'ils ont passée ensemble, même si Rougeard a insisté sur le fait que cette séparation devait impliquer un malentendu. Sylphiette ne se met pas en colère, mais elle refuse aussi de donner à son mari la permission d'introduire une autre femme dans le foyer sans en discuter. Elle pose une condition claire. Si une telle situation devait un jour se présenter, Rudéus devrait présenter cette personne devant elle et Roxy. Toute la famille doit confirmer que les sentiments sont sincères, et rien ne peut leur être caché. Pendant que Rudéus continue de penser à Aerys à travers un malentendu jamais résolu, la Swordswoman aux cheveux roux elle-même franchit une étape majeure au sanctuaire de l'épée. Galfarion convoque Aerys, Nina et Géno. Il confirme qu'Aerys et Nina ont toutes deux dépassé le niveau de sein de l'épée. Au-dessus du sein de l'épée se trouve le roi de l'épée, l'empereur de l'épée et le dieu de l'épée, et le moment est venu de choisir un nouveau roi de l'épée pour succéder à Ghislaine. Gal demande à Géno ce qui distingue les différents rangs. Géno suppose qu'il s'agit du jeu de jambes, de la force physique et des armes, mais ne peut donner de réponse assurée. Gal explique simplement que les gens forts restent forts. Un titre ne transforme pas quelqu'un en maître. Il n'est accordé qu'après que cette force a déjà été prouvée. Pour tester l'ambition de Nina, Gal lui propose de choisir entre épouser Géno et devenir roi de l'épée, ce qui fait rougir les deux jeunes gens. Nina choisit immédiatement le titre de roi de l'épée, mais Gal juge cette réponse immature. Lorsqu'il se tourne vers Aerys, elle répond « La détermination ». C'est ce qui compte. Gal rejette également cette réponse et lui demande si elle chercherait quand même à devenir plus forte si elle ne recevait jamais le titre de roi de l'épée. Aerys répond qu'elle continuerait évidemment à devenir plus forte. Le titre en lui-même ne signifie rien pour elle. Elle n'a besoin que d'assez de puissance pour accomplir son objectif. Gal approuve, mais il n'accordera pas le titre sur de simples paroles. Aerys et Nina doivent s'affronter directement, et la gagnante deviendra roi de l'épée. Elle monte sur le terrain en tenant des épées de bois. Nina se souvient du jour où Aerys est arrivé pour la première fois au dojo, et déclare que cette fois, elle va vraiment gagner. Aerys ferme les yeux, prononce doucement le nom de Rudy, puis regarde son adversaire. Gal leur crie d'arrêter de se fixer du regard et de commencer. Nina charge immédiatement avec une frappe à haute vitesse. Aerys riposte au même instant, et les deux silhouettes se croisent en un seul mouvement. Lorsque tout s'immobilise, Nina est agenouillée à l'autre bout du dojo tandis qu'Aerys reste debout. Le tissu à l'épaule d'Aerys a été déchiré, prouvant que Nina s'est suffisamment améliorée pour l'atteindre, mais Aerys reste la dernière encore debout. Gal ne se moque pas de sa fille. Il lui demande si elle est frustrée, et Nina admet qu'elle ne peut pas accepter cette défaite. Le dieu de l'épée lui dit simplement de continuer à grandir,
car la défaite d'aujourd'hui n'est pas la fin. Gale se tourne alors vers Aerys et lui accorde officiellement le titre de roi de l'épée devant tous les membres du dojo. Le jour de la remise des diplômes arrive enfin à l'université de magie de Ranoa. Linia et Pursena sont appelés devant toute l'école et s'avancent l'une après l'autre pour recevoir leur diplôme ainsi que leur certification de rang D de la guilde des mages. Les deux filles Beastfolk qui avaient autrefois semé le chaos sur tout le campus serrent joyeusement la main de tout le monde et leur disent au revoir. Après la cérémonie, le groupe s'arrête dans la salle de recherche de Nanaoshi. À peine entré, ils découvrent des papiers et des cercles magiques recouvrant presque toutes les surfaces, tandis que Nanaoshi continue de travailler malgré une santé visiblement dégradée. Depuis environ un an, elle souffre de quintes de toux sèches répétées et de fièvre. La magie de détoxification peut temporairement atténuer les symptômes, mais ne résout en rien le problème de fond. Cliff lui conseille de se reposer jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie, avant que son obsession pour la recherche ne la conduise à une mort prématurée. Nanaoshi refuse obstinément, car ses recherches sur l'invocation ont atteint l'une de leurs étapes les plus importantes. Le projet a désormais suffisamment progressé pour permettre l'invocation de petits organismes ressemblant à des plantes ou à des animaux, et une fleur posée sur la table en témoigne. En observant le résultat, Rudeus ne peut s'empêcher de se demander si tout continue à bien se passer, des plantes de son ancien monde pourraient un jour être amenées ici. Alors que Nanaoshi s'apprête à poursuivre l'expérience, Linia et Pursena arrivent soudainement et demandent à Rudeus et aux autres d'être témoins de quelque chose. Tout le groupe est conduit dans une cour familière, le même endroit où Rudeus et Zanoba avaient autrefois capturé les deux filles lors d'un précédent conflit. Linia et Pursena annoncent qu'elles ont l'intention de régler leur compte par un duel. Après avoir obtenu leur diplôme, toutes deux doivent rentrer chez elles et faire face à la question de la succession au sein de la tribu Doldia. Rudeus fait remarquer que de Doldia et Adoldia sont des branches séparées, ce qui semblerait assez simple pour que chacune d'elles dirige un côté. Linia explique qu'elle pensait la même chose au départ. Malheureusement, lorsque la saison des mariages est arrivée, les deux filles ont battu tous les hommes venus les demander en mariage. Aucun candidat n'était assez fort pour s'imposer au-dessus d'elles. La solution finale fut donc que Linia et Pursena se battent l'une contre l'autre. La plus forte deviendrait chef de tribu, tandis que la perdante serait libre de vivre comme bon lui semblerait. Après avoir entendu les règles, Rudeus ne parvient pas à décider si gagner est censé être la récompense ou la punition. La gagnante doit porter la responsabilité de toute une tribu, tandis que la perdante peut aller où elle veut. Néanmoins, les deux filles ont déjà pris leur décision, alors ils acceptent de servir de témoins. S'ils insistent pour se battre, ils préfèrent être à proximité en cas de problème. Nanaoshi fait remarquer que cela ressemble étrangement à une incitation à la violence, mais Rudeus sait bien que les en empêcher ne servirait à rien. Elle trouverait simplement un autre endroit pour régler ça elle-même. Mieux vaut superviser le duel que de se réveiller le lendemain et découvrir que plusieurs autres murs de l'université ont mystérieusement disparu. L'atmosphère reste sérieuse quelques instants seulement avant que Linia et Pursena ne transforment le duel en procès public des embarrassements de leur enfance respective. Pursena se moque de Linia en disant qu'elle la suivait partout comme une petite sœur quand elles étaient jeunes. Linia réplique immédiatement en révélant que Pursena faisait encore pipi au lit à 4 ans. Les deux filles continuent de se crier de vieilles histoires avec bien plus d'enthousiasme qu'elles n'en montrent lors du combat lui-même. Quand Linia finit par manquer de munitions, elle traite simplement Pursena de grosse. Pursena hurle qu'elle n'est pas grosse, et les deux filles se lancent officiellement l'une contre l'autre. Pendant ce temps, Rudeus traite le spectacle comme un événement sportif en direct et commence à faire des commentaires. En vérité, le duel est moins de l'art martial élégant que deux enfants sauvages qui se saisissent, se griffent et se projettent l'une l'autre. D'une façon ou d'une autre, cela continue jusqu'au coucher du soleil. Pursena finit par l'emporter après que les deux filles ont presque épuisé toute leur force. Leurs vêtements sont déchirés, leur corps couvert de blessures, pourtant leurs expressions montrent plus de soulagement que de douleur. Rudeus propose de soigner Pursena, mais elle refuse. Pour elle, les blessures sont la preuve d'un combat qui mérite d'être mémorisé. Le duel ne visait pas seulement à désigner une successeur. C'était aussi une façon pour elles deux de clore le chapitre de leur vie passée constamment ensemble à Ranoa. Pursena a déjà fait ses bagages et décide de quitter l'école ce jour même. Avant de partir, elle dit au revoir à Rudeus et regarde Linia une dernière fois. Aucune des deux filles ne sait quand elles se reverront, ce qui donne au duel des allures de rituel d'adieu entre compagnes qui ont passé bien trop d'années côte à côte. Rudeus se tourne vers Linia, qui gît à plat ventre sur le sol, et déplore avec désinvolture le spectacle pathétique d'une si belle fille battue au-delà de toute reconnaissance. Linia lui rappelle immédiatement que ses oreilles fonctionnent encore parfaitement bien. Il se rattrape précipitamment en insistant sur le fait que le combat était vraiment fascinant. Quand il propose de soigner ses blessures restantes, Linia refuse elle aussi. Au début, elle déteste l'idée de porter des cicatrices d'une défaite, mais après réflexion, elle décide qu'elle pourrait finalement devenir quelque chose dont elle sera fière un jour. Zanoba admet qu'il ne comprend pas pleinement les traditions de combat des Beastfolk, mais lui aussi s'est retrouvé captivé par le duel. Linia s'excuse ensuite pour l'incident impliquant sa figurine des années auparavant. Zanoba lui dit que Rudeus lui a pardonné depuis longtemps, donc il n'a aucune raison de continuer à lui en vouloir non plus.
Rudeus demande à Linia ce qu'elle a l'intention de faire après avoir quitté l'école. Elle dit qu'elle veut voyager librement pendant un moment avant d'essayer de se lancer dans les affaires. Elle n'a presque aucun plan concret, seulement la détermination de travailler dur et de devenir incroyablement riche dans environ 5 ans. Rudeus ne cherche pas à briser son enthousiasme. Il lui dit simplement que si elle se retrouve un jour dans le pétrin, elle peut venir le trouver. Linia accepte joyeusement et prend congé. Malheureusement, ces adieux dramatiques ne durent qu'un seul jour. Peu après, Rudeus entend parler de 2 filles Beastfolk lourdement bandées se disputant à bord du même carrosse partagé. Apparemment, ni Linia ni Pursona ne s'étaient renseignés sur les projets de voyage de l'autre, et elles ont accidentellement acheté des billets pour exactement le même trajet. Après le départ de Linia et Pursona, Rudeus retourne avec les autres dans la salle de recherche de Nanaoshi pour poursuivre l'expérience. Devant eux se trouve un cercle magique préparé pour une tentative d'invocation beaucoup plus importante. Nanaoshi fait fonctionner le système tandis que Rudeus fournit l'énergie magique. La consommation augmente si dramatiquement qu'il réalise que presque personne d'autre que lui ne pourrait maintenir le processus très longtemps. Nanaoshi note immédiatement que c'est là un autre problème majeur qui devra être amélioré. La lumière à l'intérieur du cercle magique devient plus intense et commence à passer par des couleurs qui font figer Rudeus. Le spectacle ressemble bien trop à ce dont il a été témoin avant l'incident de déplacement de Phytoa. Les souvenirs du jour où toute une région a disparu lui reviennent immédiatement, et il craint qu'une nouvelle catastrophe puisse éclater ici à Ranoa. Nanaoshi reste calme et lui rappelle qu'ils ont passé des années à faire des recherches précisément pour que l'expérience ne dérape pas comme cet événement l'avait fait. Rudeus se force à se calmer et continue d'alimenter la formation en mana. La lumière envahit toute la pièce, mais au lieu d'une catastrophe de téléportation massive, une pastèque intacte apparaît sur la table. Tout le monde éclate en célébration. Ils ont réussi à transporter un objet physique. L'enthousiasme ne dure que quelques secondes avant qu'un nouveau problème ne devienne évident. L'objet qu'ils avaient réellement l'intention d'invoquer était un chou. D'une façon ou d'une autre, le système a livré une pastèque entière à la place. Rudeus saisit la pastèque et l'examine. Ce monde contient déjà des fruits et des légumes qui ressemblent à ceux de son monde précédent, mais personne ne sait si les espèces et les saveurs sont vraiment identiques. Nanaoshi suggère simplement de la couper et de la goûter. Leur objectif global incluait d'apporter de la nourriture de l'ancien monde dans celui-ci, donc la seule arrivée réussie de la pastèque est déjà une raison de fêter ça. La salle de recherche se transforme rapidement en une fête improvisée. Linia et Pursona ont obtenu leur diplôme et sont partis, tandis que Badigadi n'est plus là. À leur place, Roxy et Norn sont devenus des membres réguliers du groupe. Les visages ont changé, mais la chaleur de tous ces rassemblements reste familière. Nanaoshi se permet rarement de paraître aussi ouvertement soulagée et heureuse qu'elle l'est aujourd'hui, montrant à quel point cette réussite compte pour elle. Sylphie dit que l'alcool a tendance à la faire se comporter un peu imprudemment, donc elle prévoit de n'en boire qu'une petite quantité. Rudeus se rappelle également de ne pas en abuser car il doit encore rentrer chez lui et s'occuper de sa précieuse fille Lucie. Puis une Roxy légèrement éméchée s'appuie contre son mari, améliorant instantanément l'humeur de Rudeus bien plus qu'il ne veut l'admettre. Alors que la fête commence à se calmer, Norn demande à lui parler de quelque chose d'important. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Ariel l'a officiellement invité à rejoindre le conseil étudiant. Norn ne fait pas partie des meilleurs élèves de l'université sur le plan académique, mais Ariel pense qu'elle a un talent pour rassembler les gens et les connecter entre eux. Rudeus lui-même a déjà entendu dire que bon nombre d'étudiants du campus apprécient sincèrement sa jeune sœur. Norn veut l'avis de son frère avant d'accepter le poste. Rudeus pense immédiatement à tout le travail qu'elle a déjà devant elle. L'année scolaire suivante sera plus exigeante, et Norn s'entraîne encore à l'épée, écrit son livre sur Ruigère, et poursuit plusieurs autres objectifs. Ajouter des responsabilités au conseil étudiant par-dessus tout cela ressemble déjà dangereusement à des heures supplémentaires non payées. Norn insiste cependant sur le fait qu'elle veut essayer. Sylphie révèle alors que Norn aide le conseil étudiant depuis plus d'1 an, même avant que Rudeus ne commence à lui enseigner le maniement de l'épée. Entendre cela change complètement sa perspective. Norn ne court pas soudainement après une autre responsabilité par impulsion. Elle fait discrètement le travail depuis longtemps, se prouvant à elle-même qu'elle peut le gérer avant de finalement demander l'approbation de son frère. Rudeus n'a plus de raison valable de s'y opposer. Il accepte, demandant seulement qu'elle évite de trop se pousser. Tout le monde reporte ensuite son attention sur la pastèque. Nanaoshi la coupe en morceaux tandis que le groupe se rassemble pour goûter le résultat de l'expérience. En les observant, Rudeus réalise que la percée d'aujourd'hui est née de la persévérance de Nanaoshi, mais elle n'y est pas parvenue complètement seule. Les personnes autour de Ranoa ont toutes contribué d'une façon ou d'une autre à l'aider à avancer. Rudeus décide silencieusement que chaque fois que les personnes à ses côtés choisissent de faire un pas de plus en avant, il veut faire tout ce qu'il peut pour les soutenir. Nanaoshi appelle ensuite Rudeus à part pour discuter de la recherche plus sérieusement. Elle confirme que le dernier résultat est suffisant pour que le projet entre dans sa 4e phase. Le prochain problème majeur est de spécifier avec précision exactement ce qu'ils veulent invoquer. Transporter un objet avec succès ne sert pas à grand-chose s'ils ne peuvent pas contrôler lequel arrive. Pour résoudre ce problème,
Nanaoshi veut consulter quelqu'un ayant une connaissance exceptionnellement approfondie de la magie d'invocation. En entendant cette description, Rudeus se demande brièvement s'il s'agit d'Orsted, mais Nanaoshi le nie immédiatement. Au lieu de cela, elle propose de présenter Rudeus à cette personne en guise de remboursement pour tout ce qu'il a fait pour soutenir ses recherches. Cela le rend encore plus curieux. Si Nanaoshi considère cette rencontre comme une grande faveur, alors la personne ne peut clairement pas être un magicien ordinaire. Elle ajoute ensuite que ce même individu pourrait savoir quelque chose d'utile sur la perte de mémoire de Zénith. Cette seule phrase change immédiatement l'attitude de Rudeus. Il ne se permet pas d'imaginer que sa mère peut définitivement être guérie. Zénith vit toujours avec la famille et montre parfois des réactions familières, mais personne ne sait si ses souvenirs reviendront jamais. Même si le contact de Nanaoshi a simplement déjà rencontré une condition similaire, peut identifier ce qui est arrivé à Zénith, ou peut offrir une autre piste d'investigation, la rencontre vaudrait quand même la peine d'être poursuivie. Rudeus demande immédiatement pourquoi Nanaoshi ne les a pas présentés plus tôt. Elle admet qu'elle a ses propres raisons mais refuse de les expliquer pour l'instant. Rudeus ne présume donc pas que cette personne peut restaurer Zénith. Pour l'instant, il traite l'opportunité uniquement comme une piste précieuse qui mérite d'être explorée. Les autres deviennent curieux et commencent à demander s'ils peuvent venir eux aussi. Nanaoshi dit que le nombre de visiteurs ne devrait pas être un problème majeur. Même un groupe d'environ 12 personnes resterait dans des limites acceptables, et tout le voyage ne nécessiterait qu'une seule journée. Rudeus suppose que la personne doit vivre quelque part à proximité, mais Nanaoshi dit que ce n'est pas le cas. Elle ne se rend généralement pas directement à son emplacement. Il existe simplement une méthode spéciale pour le rencontrer. Avant de révéler l'identité, Nanaoshi exige que tout le monde garde l'information secrète. Le nom qu'elle donne finalement change immédiatement l'ambiance de tout le groupe. La personne que Nanaoshi a l'intention de leur présenter est Pérugius, le roi dragon blindé. Rudeus se fige en entendant ce titre. Environ 400 ans auparavant, lors de la campagne contre la place, Pérugius était l'une des figures qui avait contribué à mener l'humanité à la victoire et était devenu connu comme l'un des 3 héros qui avaient vaincu le dieu démon.